Merci beaucoup d'être là. Je vous présente Jean-Baptiste Boursier, qui est journaliste BFM TV et RMC. Je le laisse s'installer et bien évidemment, l'idée, c'est d'un échange libre, transparent. Donc je reviens à Bordeaux, on m'a mis un verre à pied, mais avec une carafe d'eau, quoi. Bravo. Merci Blanche. Non, je t'en prie, mais du coup, voilà, je passerai le micro, vous lèverez la main pour poser vos questions. Je vais mettre à l'aise un peu, hein, vous permettez. Ça va? Bon, cool. Je suis content d'être là. Bah, je suis très content d'être de retour ici, parce que je suis d'ici, figurez-vous. Donc, quand Blanche m'a proposé de participer à ce Tour de France BFM TV, 1, j'étais hyper content, et 2, j'étais tellement content de le faire ici, puisque je suis né à Talence. J'ai fait des études à Magendie, j'étais ultramarine à Chabandelmas, donc autant vous dire que pur et dur. Un vrai 100% bordelais. Voilà, donc je suis très très content d'être ici. On m'a dit que ouais, j'étais comme ça, effectivement. Ouais. Ah, vous m'avez vu quand j'étais comme ça? Ah ouais, bah, j'ai un peu grandi alors du coup. Bon, je vais essayer de répondre à toutes vos questions, si vous en avez, si vous avez des choses à dire, des commentaires à faire, enfin sur le boulot, sur mon parcours, sur des choses qui vous concernent, qui vous intéressent, qui vous touchent, qui vous font peur, qui vous énervent, enfin bon. Si je peux pas répondre, je vous le dirai honnêtement. Si je peux le faire, je le ferai de la meilleure manière possible. Et puis n'hésitez pas. On fait ça comme ça vous va? Alors après, c'est pas moi qui ai organisé, mais je crois qu'il y a Blanche qui en gros a un micro qui va vous passer le micro à chaque fois. Et donc du coup, allez-y. Ça, vous êtes en forme? Vous êtes bien installés? Bon. Ah bah écoutez, je suis arrivée de bonne heure. Vous me donnez votre prénom à chaque fois, comme ça je sais à qui je parle. Allez, go. Bonjour, donc je suis heureuse de vous voir revenir à Bordeaux, bien sûr. Merci. Ma première question en tout cas, dans le cadre de votre profession de journaliste, quelle est la situation la plus difficile à laquelle vous avez pu être confronté et comment en sortir? C'est comment votre prénom? Anne-Héloïse Landais, je suis landaise. Vous êtes landaise et vous appelez Landais. C'est bien. Et j'habite Bordeaux pour le moment, mais après avoir habité Paris pendant 42 ans. Enchanté. Alors, la situation la plus compliquée. En fait, c'est toujours compliqué à jauger parce qu'une situation, elle peut être définie comme compliquée en fonction de plein de paramètres. Il y a la difficulté technique, donc la caméra qui tombe, la lumière qui fonctionne pas, l'arrivée d'un invité tardif. Il y a la situation qui est liée à une actualité imprévue, extrêmement complexe et très très précise, sur laquelle il ne faut pas dire de bêtises. Et puis, il y a la situation émotionnelle, une actualité qui vous touche. On essaie de faire comme le chirurgien essaie de ne pas se laisser envahir par l'empathie quand il opère quelqu'un. Le journaliste essaie toujours de prendre un peu de recul par rapport à ces situations pour les traiter le plus objectivement possible. Donc, et quand il y a tout, waouh, alors là, c'est très compliqué. Donc comme ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Des breaking news, on a eu des tonnes. Je peux vous raconter une anecdote un peu rigolote. Il y a quelques années maintenant, Blanche va être ravie, mais ça ne concerne pas BFM TV. J'ai commencé ma carrière sur une chaîne qui s'appelait iTélé, qui n'existe plus. Et à l'époque, Barack Obama fait son premier voyage hors des États-Unis. Il arrive en Égypte, il va faire son grand discours au peuple musulman, etc., etc. Et donc on me dit, tu vas prendre l'atterrissage d'Air Force One en direct. Donc on appelle le correspondant en Égypte, vous discutez le temps que l'avion arrive, et puis bon, il se pose, on ouvre la porte, il fait coucou, et on passe à autre chose. Ok, bon. Donc j'arrive en plateau, je m'installe, on appelle le correspondant, bonsoir, hein, Barack Obama, c'est très important et tout. Donc Air Force One arrive, se pose, va au bout de la piste, fait un virage, refait un virage, fait 5 virages, s'arrête, et la porte ne s'ouvre pas. Et donc là, à 2, on a fait 50 minutes. Oula! 50 minutes, je vous laisse compter, enfin, vous pouvez lancer le chrono, imaginez, oui. On a tous passé des soirées, des moments compliqués avec des gens, 50 minutes à 2 sur le projet géopolitique de cet homme qui arrive aux États-Unis, enfin bon, voilà, ça typiquement c'est une situation compliquée. Après il y a des situations qui ont été émotionnellement très très dures. Il se trouve, j'étais par exemple à l'Hypercacher lorsque l'assaut a été donné, j'étais là-bas pour la chaîne, donc ça, ce sont des moments qui sont dans notre registre extrêmement compliqués. J'ai encore les sons en tête, des explosions, des échanges d'armes à feu, etc. En fait, il y a plein de situations, ce qui fait la richesse de ce métier, et ce qui fait que aussi, parfois, on laissait passer un tout petit peu. Bah, je trouve que c'est pas mal, parce que ça nous aide à être de meilleurs êtres humains et à être plus fidèles à ce que vous êtes toutes et tous, quoi. Se blinde.
On essaie. Puis Est-ce il y que a ça la répond mort- à votre question, Et il y a Anne-Louise? la mort de Frédéric aussi, Quel Frédéric? qui travaillait à BFM. Oui, évidemment. Oui, bien sûr. Mais ça, c'était un moment qui était extrêmement C'est compliqué aussi. terrible aussi. Après, la liste, elle peut pas être exhaustive parce que malheureusement, ça, c'est encore été un autre sujet. Eh ben oui. Parce qu'on a ajouté le personnel dans le professionnel. Eh oui, eh oui. Merci en tout cas. Ben, avec plaisir. Je sais pas si vous devez lever la main, vous manifester s'il y a un ordre. Bonjour, Alexandre. Bonjour Alexandre. J'ai une question concernant BFM Région, qui comporte à ce jour 10 chaînes. Est-ce qu'il est prévu, à courte ou longue échéance, qu'il y ait un BFM Bordeaux? Ben, j'espère. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Je n'ai pas la réponse. Ah, Objectivement, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ça. Secrètement, je peux dire personnellement, je l'espère, puisque je vois que le groupe se développe. J'ai vu des antennes ouvrir un peu partout en France. Donc moi, j'attends une chose, c'est qu'une chaîne arrive ici, évidemment. Alors, je ne souhaite pas de mal à TV7, donc je ne sais pas, est-ce qu'on peut coexister? Est-ce que ça passe forcément par un rachat de TV7? J'en sais rien, mais en tout cas, moi, je serais très, très, très heureux qu'il y ait une antenne de BFM ici. Ça vous plairait? ah oui, beaucoup. Hein. Ouais. Bon, si tout le monde est d'accord. Je vais faire un petit message, je vais leur transmettre l'info, puis comme ça, on verra s'ils ont envie d'accélérer un peu le moment. Et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, je suis désolé. D'accord. Allez-y si vous avez des questions. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Jade Buisson du coup, et moi j'avais une question concernant des conseils. Est-ce que vous avez des conseils pour des jeunes journalistes qui viennent de sortir d'école ou qui sont encore en école pour rentrer du coup dans le monde du journalisme, dans le monde du travail tout simplement? Bonjour Jade. Alors, le conseil que je donne tout le temps, il n'est pas hyper original, mais croyez-moi, il sert. J'aime dire aux jeunes journalistes, musclez votre libre arbitre. Donc en fait, pour moi, ça signifie être sur le chemin d'être un meilleur être humain et un être humain plus cultivé, plus curieux, plus intéressé, plus ouvert. Et donc en fait, ça passe par lire des tonnes de trucs, rencontrer des tas de gens, écouter de la musique, écouter des podcasts, lire toute la presse, même celle qu'on n'aime pas, même celle qu'on juge trop à gauche ou trop à droite, aller au ciné, aller au théâtre, enfin voilà, ça passe vraiment, vraiment, vraiment par ça. Et ça, en fait, c'est un travail qui est... Enfin, croyez-moi, ça paye. Ça paye vraiment. Et même si vous le sentez pas tout de suite, ça va prendre un peu de temps. En fait, ça infuse. Et ça vient en vous. Et il y a un moment, vous avez 30 ans, 35 ans, vous êtes en conférence de rédaction en train de réfléchir à un sujet, et puis il y a quelqu'un qui évoque quelque chose, et vous dites, mais attends, mais ça me rappelle un truc. Non, mais dans un roman, j'ai lu qu'un gars... Enfin, et en fait, ça fait de vous quelqu'un de meilleur. Et quand ensuite vous êtes en plateau avec une personne à interviewer, vous avez une référence qui jaillit, vous avez une scène de film qui arrive, vous avez une rencontre, enfin, peut-être que, enfin, sans doute même que ce dont on se parle là me servira un jour, peut-être prochainement. Et tout ça, c'est hyper important. Donc en fait, il faut être un genre d'éponge immense, tout prendre, tout prendre, et il faut bosser. Alors ça, mais il faut bosser fort. C'est-à-dire très très tôt le matin, très très tard le soir. Il faut jamais s'arrêter, il faut travailler. C'est un métier qui est... moi, j'y suis venu par hasard. Ouais. J'avais pas du tout cette vocation. Enfin voilà, c'est devenu un métier par hasard. Et en fait, c'est incroyable. Enfin, dites-vous que je pense qu'il y a d'autres jeunes journalistes, futurs journalistes ou journalistes dans la salle, mais l'essence du truc, c'est d'être payé pour rencontrer des gens. Enfin, franchement, et des gens à qui vous faites rien. Enfin, genre un dentiste, il est payé pour rencontrer des gens, mais il leur enlève des trucs, quoi. Enfin, donc c'est être payé pour apprendre des choses, pour essayer de, à notre petite échelle, faire en sorte que la société soit un peu meilleure, ou que les gens se sentent un peu plus intelligents, ou de meilleurs citoyens, votent un peu plus en conscience. Enfin, donc c'est un truc qui est exceptionnel. Donc si vous êtes curieuse de tout, que vous intégrez le fait que vous avez de la chance, allez-y, ça va marcher. Bonjour, je m'appelle Effé et ma question c'est de savoir c'est quoi qui vous a poussé à faire du journalisme, puisque il me semble que vous avez fait une année de droit avant de vous réorienter. Du coup, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous a pas plu dans le droit en fait? Tout. Enfin, rien. Alors, comment je peux vous raconter ça rapidement? Mais en gros, effectivement, je suis pas du tout venu au journalisme par vocation. J'espère que ça fait pas de moi un moins bon journaliste que ceux qui en ont toujours rêvé, mais j'ai fait du droit comme plein de lycéens, j'étais paumé. Je savais pas du tout quoi faire. J'ai eu mon bac.
Il était a priori hors de question que j'ai pas de mention. Selon mes profs, j'ai pas eu de mention, j'ai eu 10,2. C'est passé comme ça. Je peux vous dire que pour mes proches, c'était un sacré moment, ça. Et puis je savais pas quoi faire, donc j'ai été en droit. Mais en droit, je me suis ennuyé terriblement. Je cherchais à moins m'ennuyer. J'ai fait 2 semaines, je crois, de LEA, anglais-espagnol. J'ai fait un premier cours de préhistoire en espagnol. J'ai l'impression d'être sous acide. Je suis sorti de là, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, c'est pas possible. Donc je parlais bien anglais parce que j'ai fait la seconde américaine à Magendie ici. Donc du coup, un peu par facilité, un peu par dépit, je savais pas trop. Je suis allé en LCE. J'ai fait quelques mois. Bon, bref. M'intéressait pas, et j'ai trouvé un vieux site internet mais dégueulasse qui préparait au métier de la radio. Et à cette époque-là, j'habitais à Angers. Il se trouve que j'avais une émission de musique électronique sur une radio associative. Enfin, mais pour moi, c'était pas un métier. Enfin, moi, j'allais avec des potes dans ce studio, on s'amusait. Enfin, c'était pas un métier. Et j'ai un peu insisté auprès de ma famille, pour tout vous dire, qui était pas très chaude pour que j'aille faire ça. Et je suis arrivé à Paris, donc je connaissais personne. J'ai un tout petit appart 9 mètres carrés. Je suis arrivé dans ce truc de radio, j'ai fait des stages, et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser. Donc en gros, pour la faire rapide, j'étais animateur sur Chéri FM, je mettais des disques, je passais l'horoscope, je faisais la météo. Il y avait un journaliste qui bossait avec moi, c'était pas moi le journaliste. J'ai fait ça 6 mois. Waouh, quand je me suis ennuyé aussi, c'était très très dur. Et du coup, j'avais fait un stage quelques années avant chez France Bleu. Et j'ai un pote qui m'a appelé, qui me dit mais va chez eux quoi, essaie. Et donc je me suis retrouvé chez France Bleu à faire des remplacements d'animateurs. Et là j'ai commencé à faire beaucoup de matinales. Et donc vraiment être dans l'info. Et j'ai adoré ça. Donc là j'ai commencé à être à fond là-dedans. Et puis j'ai fait ça 2 ans et demi je crois. Et une chaîne de télé locale à Tours m'a repéré, je sais pas comment. Et là rebascule. J'ai refait l'animateur, mais alors quand je vous dis l'animateur, j'ai fait de l'avion de chasse, j'ai fait défiler des filles en lingerie sur mon plateau, c'est pas bien. J'ai fait venir des lions, enfin des trucs qui n'ont rien à voir. Et iTélé m'a repéré là-bas. Comment? Je ne sais pas. Et donc je suis arrivé à Paris un jour pour présenter un journal et j'en avais jamais écrit un. Ils m'ont pris. Pourquoi? Faut leur demander. Voilà, c'est comme ça. Et donc je me suis retrouvé à faire des journaux et c'est comme ça que ça a démarré. Mais en fait, ça rejoint la question de Jade tout à l'heure aussi. C'est le parcours que je vous raconte là. Il n'a rien à voir avec une école de journalisme. Avec l'IJBA, c'est formidable. Hein. Enfin, le SJ ou qui soit, les écoles privées, etc. Mais en fait, quel que soit l'endroit où vous allez pouvoir vous nourrir de quelque chose, il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Je vous dis, je suis arrivé, vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis arrivé à iTélé, je devais présenter le journal de 21h un mercredi. Je me suis assis à la rédaction devant un ordinateur à 14h. La barre, elle faisait comme ça, vous savez, elle clignotait. J'étais devant mon clavier. Je regardais autour de moi. Je dis oui, tu présentes le journal à 21h. Et en fait, j'ai juste mobilisé ma curiosité, un peu de mimétisme sur nos 2 formules, vite fait. Et puis voilà. Mais en gros, tout ce qui va pouvoir vous... Si vous avez envie, prenez tout. Désolé, c'était un peu long, mais j'espère que ça répond à votre question. Bonjour. Bonjour, Enzo, enchanté, ravi de vous rencontrer. J'avais une question pour revenir sur l'essence de votre métier. Est-ce qu'il y a des étapes ou des cheminements entre ce que vous voyez dans une simple dépêche ou même un titre d'un journal jusqu'à le fait d'évoquer ce titre dans un journal que vous présentez, comme BFM TVSD, avec des éditorialistes? Est-ce qu'il y a des cheminements et si oui, lesquels, s'il vous plaît? Il y en a des tas. Le premier, c'est de vérifier l'info. Donc, prenons un exemple très récent. Je sais pas, le Parisien, par exemple, annonce avoir des informations sur le fait que la réforme des retraites, ce sera 64 ans et on va reculer 3 mois par an. Bon, en début de semaine, évidemment, enfin fin de semaine dernière, avant que la Première ministre en parle. Bah, nous, ce qu'on fait, c'est déjà, on essaie de passer des coups de fil. On vérifie. On appelle à Matignon, on appelle au ministère du Travail. Enfin, on croise les sources, on appelle des syndicalistes qui étaient dans les concertations, etc., etc. On recoupe. Et après, une fois qu'on a recoupé l'information et qu'elle nous semble, enfin, qu'elle est certaine, ensuite vient le moment où il faut déterminer l'angle que l'on va vouloir utiliser. Donc après, là, il y a plusieurs sujets. Soit c'est une information qui est extrêmement chaude, et le premier angle, pour moi, c'est juste de l'expliquer. Donc c'est de trouver les meilleures personnes possibles pour que toutes et tous, vous compreniez le mieux possible. Et quand je dis toutes et tous, en fait, ça commence par moi. Si je ne comprends pas ce dont on parle, il y a peu de chances que je puisse vous l'expliquer derrière, ou je sois un bon trait d'union, donc ça ne fonctionnera pas. Donc du coup, ça c'est le premier exemple. Si c'est un sujet qui est dans l'actualité depuis un moment,
c'est d'essayer vraiment ce qu'on appelle tirer un angle. Donc, un angle, c'est une entrée spécifique dans un sujet donné. Donc, typiquement, sur les retraites, ça pourrait être OK, mais on va s'intéresser aux bas salaires. Ou on va prendre un exemple très concret sur les gens qui sont peu qualifiés. Ou sur les gens qui sont très hautement qualifiés, qui ont fait beaucoup d'études. Et donc là, on va regarder quelle personne est la plus à même de nous apporter un éclairage précis sur l'angle que l'on a choisi. Et moi, j'aime beaucoup, mais ça, c'est un peu mon truc, avoir des gens qui racontent. Donc si on peut avoir là-dedans, moi si je peux avoir quelqu'un qui vient à l'antenne me dire, voilà, moi je m'appelle Philippe, j'ai 60 ans, je fais ça depuis X temps, voilà ce que je vis, je trouve que ça apporte toujours un éclairage supplémentaire. Voilà. Merci. Avec plaisir. Bonjour Jean-Baptiste. Là, ici. Salut. Pardon. Salut, c'est Aziz. La salle est tellement énorme. Je suis très très content de te rencontrer. Enchanté. Je te suis depuis iTélé. Donc ton retour sur BFM m'a fait énormément plaisir. Merci. J'ai 2 questions à te poser. Quelle a été la personnalité politique ou culturelle ou qui a été la plus compliquée à interviewer? Et est-ce que tu préfères les émissions politiques ou les soirées Ligue des Champions? Et bien sûr, allez Bordeaux. Et on va faire un choix entre Bordeaux et Angers. Déjà, quand ils feront pas 2-2 à Caen, Catastrophique. On en reparlera. Alors, un peu comme la question d'Anne-Héloïse tout à l'heure, il y a plusieurs degrés sur les personnalités. Il y a des personnalités qui sont par définition complexes à interviewer. Elles le sont, c'est comme ça. Jean-Luc Mélenchon est dur à interviewer. Beaucoup de choses dépendent de son humeur. Vraiment. Il lui est arrivé de m'insulter avant l'émission, hors antenne, parce qu'il aimait pas, je sais pas quoi, il aimait pas bien manger. Je vous rassure, on s'est tous fait insulter par Jean-Luc Mélenchon. C'est pas un truc perso. Il est toujours dur à interviewer. Marine Le Pen est toujours dure à interviewer. En fait, souvent les personnalités qui sont a priori perçues comme clivantes dans l'opinion, comme elles ont assis une partie de leur popularité sur le fait d'être en défiance, et surtout des médias, elles sont obligées souvent de surassumer ce statut. Et donc du coup, parfois, ça met des tensions qui sont complètement inappropriées, qui n'ont pas lieu d'être, qui sont... Je vais vous raconter une anecdote au sujet de Marine Le Pen. Je l'ai interviewée en 2017, pendant la précédente campagne présidentielle, et il y avait tout un sujet de temps de parole sur l'antenne pour les différents partis, différents candidats. Et la campagne était très tendue, et elle-même était extrêmement tendue. Et donc elle arrive pour BFM Politique, et l'émission durait 2 heures, et elle avait accepté qu'1 seule heure d'émission. Et elle arrive en plateau, donc juste avant l'émission, il y a du public dans cette émission. Il y a Gilbert Collard qui est dans le public et qui dit « Bon, dès qu'il pose une question complètement con, je tousse, ok ?» Voilà le genre d'ambiance sur lequel on est. Et elle s'assoit, et elle a un gros dossier marqué BFM TV dessus. Et elle s'assoit, elle me regarde dans les yeux, elle le pousse un peu en avant, comme ça. Et en fait, on sent tous les deux qu'il y a un genre de tension, quoi. Et donc l'émission commence, c'est tendu. Et puis elle commence sur donc les temps de parole. J'ai dit, je sens que vous vouliez en parler, donc parlons-en. Et donc elle a commencé à attaquer la chaîne, à m'attaquer sur le fait qu'elle était sous-représentée, etc. Sauf qu'il se trouve que je l'avais invitée 2 heures, elle avait accepté qu'1 heure. Donc je l'ai quand même dit à l'antenne, ce qui l'a mis mal à l'aise. Ce qui l'a conduit à mentir, pour le coup, là, en l'occurrence. Et donc j'ai insisté, elle a dit, ok, c'est vrai, vous m'aviez invité 2 heures, mais j'ai accepté qu'1 heure parce que je pouvais pas, enfin bref. Mais ça, c'est un exemple pour vous dire que parfois, il y a un peu de mauvaise foi parce qu'ils sont aussi dans un truc de clientélisme aussi, ce qui est normal. Mais quand je dis ça, c'est pas péjoratif, quelle que soit la personnalité politique. Ils ont un public à séduire, ils doivent trouver des arguments pour séduire ce public, avoir les trucs en écho pour eux. Et donc souvent, allez, je vais dire Mélenchon, Le Pen sont des gens un peu compliqués à interviewer. Mais pour l'instant, c'est toujours bien passé. Et Éric Zemmour? Oui, c'est pas simple aussi. C'est pas simple aussi. Vous en êtes très bien sorti la dernière fois. C'est gentil. Alors, je vais vous dire un truc, je ne sais pas si quelqu'un me posera la question après, mais je sais que c'est souvent une question qu'on me pose. J'interviewe tout le monde pareil. Mais tout le monde pareil. Premièrement, parce que vous n'avez pas à savoir ce que je pense. Ça ferait de moi un moins bon journaliste, je trouve. Et si vous votez Front National, si vous votez LFI, si vous votez PS, je veux que vous ayez la même information en me regardant. Donc moi, je travaille pour personne à part tout le monde, en fait. Donc j'interviewe tout le monde pareil. Et donc du coup, pour que ça se passe bien, il faut être factuel. Non, mais vous êtes très bon et bravo à vous. Félicitations. Et j'aime les deux, au fait, le foot et le... C'est un truc Ligue des d'enfant Champions, gâté. vous êtes très bon aussi. C'est un truc d'enfant gâté, mais la Ligue des Champions sur la pelouse, j'avoue que c'est quand même... Je suis jaloux quand je vous vois sur le terrain.
C'est gentil, merci beaucoup. Ça marche, allez-y. Bonjour. Bonjour, je suis Bernard. J'ai 2 questions à vous poser. Enchanté Bernard. La première, c'était le 21 mai 2021. Vous avez interviewé Axel Kahn. Cette interview m'a bouleversé dans tous les sens. J'étais même encore, rien qu'aujourd'hui, en parler, ça me traverse encore. Et j'ai vu que vous étiez vous-même très bouleversé par cette entrevue. Parce que pour la première fois, on voyait à la télévision un homme, un scientifique lui-même, qui avouait qu'il était dominé par la maladie et qu'il avait presque donné sa date de décès. Et quelques mois après, c'est arrivé. Dans les coulisses de BFM, comment vous avez préparé cette interview? Et au moment où ça s'est passé, comment vous l'avez vécu? Et à la mort de ce monsieur, comment vous le vivez encore aujourd'hui? Ça, c'est la première question. Je réponds à celle-là d'abord. Merci déjà. Moi aussi, ça me traverse encore. Il se trouve que j'ai eu la chance d'interviewer Axel Kahn à plusieurs reprises. Il se trouve que j'ai fait sa toute dernière interview aussi. Il savait que c'était fini. Je l'ai fait au téléphone d'ailleurs, cette dernière interview. Ce sont toujours des moments qui sont extrêmement particuliers. Et ce sont toujours des moments que je prépare pas du tout. Je les prépare absolument pas. Comment voulez-vous préparer un moment comme ça? En fait, dans ces moments-là, ce qui m'aide, c'est tout ce dont on a parlé tout à l'heure avec Jade, avec Effet. Mon parcours, mon histoire, mon empathie, ma réserve, le fait que ça me touche, le fait que ça me rend triste, que ça me mette en colère. Je peux pas avoir une liste de questions. De la même façon que là, nous échangeons. Vous avez peut-être préparé une question, mais si on passe 20 minutes ensemble, vous n'allez pas toutes les écrire, quoi. Non. Et du coup, je pouvais pas faire ça. Et il y a beaucoup d'interviews que je prépare comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je prépare pas. Je prépare le fond du sujet, mais j'écris aucune question. De toute façon, j'écris jamais aucune question. Mais là, en l'occurrence, je pouvais vraiment pas en écrire. Donc, je suis touché que ça vous ait touché. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et la deuxième question, c'est, on sait que BFM TV est très axé sur le direct, donc là où les choses se passent. Aujourd'hui, scientifiquement, j'entends parler de maisons connectées. J'imagine que c'est dans ces maisons que tout va se passer dans le futur. C'est-à-dire que quand il va arriver, par exemple, un problème, on pourra, à travers les images qu'on aura prises plutôt, savoir ce qui s'est passé avant, au moment même et après l'action. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les coulisses de BFM TV, vous préparez ces maisons connectées? Et si oui, est-ce que vous envisagez, par exemple, de faire des maisons témoins quelque part en France ou quelque part? Alors, si la boîte investit dans l'immobilier, je veux le savoir, parce que je mettrai des billes dedans. Non, on n'a pas de... On n'est pas du tout... Le direct, pour nous, c'est vraiment une religion, quoi. C'est notre essence, c'est notre raison d'être. Mais on traite l'événement. Tout ce qui fabrique l'événement n'est pas de notre ressort. Ok. Si quelqu'un veut le micro, j'ai fini. Bonjour, il y a un autre micro là. Je vous en prie. Oui, bonjour, merci. Déjà, j'ai un compte à régler avec Aziz parce que j'ai plus de voix, je suis breton et j'étais au stade Bordeaux-Rennes, donc voilà, je sais d'où vient le problème. Ma question porte sur l'objectivité par rapport aux politiques. Quand j'étais étudiant, je faisais de la voile de haut niveau et j'étais correspondant pour une radio et pour un journal. Et un jour, j'ai mon rédacteur en chef qui m'a donné un coup de téléphone pour me cirer les pompes parce que j'avais fait un super reportage. Il m'a dit, ce qui est bien, c'est que tu es vraiment présent sur le terrain, tu participes aux régates. Mais il m'a dit, mais quand tu dis que vous n'avez pas gagné parce que vous avez eu un accident technique et qu'à côté de ça, tu mets les photos de la soirée où il y avait les plus jolies filles de la Bretagne, tu devrais donner le prénom de tes ennuis techniques. Et il m'avait dit, en fait, un journaliste a le droit de ne pas être objectif du moment où il le dit en toute honnêteté. Alors, quand je vois Franck Leboeuf qui interviewe Didier Deschamps sur BFM, je trouve ça génial. Et je suis tout à fait conscient qu'il n'est pas forcément objectif. Ils ont partagé pendant des tas d'années le même vestiaire et ça ne me pose pas de problème. Dans le pire des cas, je vais passer pour un abruti parce que je vais me tromper sur un pronostic de foot, donc ça n'a aucune importance.
Par contre, au niveau des hommes politiques, c'est pas évident. Et la proximité journaliste-politique est régulière. Il y a des tas de journalistes qui ont épousé des hommes ou des femmes politiques. Donc, je voulais savoir si vous avez une déontologie, si vous avez une sorte de service qualité, si vous avez des règles, si vous vous interdisez d'interviewer tout le temps les hommes politiques ou les femmes politiques du même bord, et ainsi de suite. Alors, merci beaucoup pour votre question. Nous tenons vraiment de façon sacrée à ce qu'il y ait une forme d'alternance sur la représentation des politiques sur la chaîne. De toute façon, on y est tenu. C'est le nouveau CSA, enfin il porte plus ce nom-là, mais veille à ça. Les temps d'antenne sont décomptés toute l'année, tout le temps, les gens ne le savent pas. Les gens en entendent parler au moment des campagnes électorales, puisqu'au moment des campagnes électorales sont vraiment des moments très précis où il y a d'abord l'équité, ensuite l'égalité, etc. Mais le temps d'antenne existe en permanence. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que moi, ce qui me guide, c'est l'actualité. Donc s'il y a 2 actualités, 2 semaines d'affilée qui concernent LFI, je vous dis les choses franchement, je m'en fiche, je ferai 2 fois LFI. C'est pas un problème puisque ça va s'équilibrer avec le reste de l'antenne. Donc ça, c'est le truc. Deuxièmement, je ne bois jamais de verre, déjeune, dîne avec personne. Pas, si, j'ai des potes, hein, mais aucun politique. Ça n'empêche pas de les appeler pour leur demander de venir dans mon émission. Je leur envoie des SMS pour leur demander de venir dans mon émission. Mais jamais, 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 je ne vais dîner, déjeuner, boire un verre avec un représentant politique. Non pas qu'il soit pas sympa, mais un jour, si on se revoit et que vous me voyez boire un coup avec je sais pas qui, vous allez me dire, ah bah tiens, je t'ai vu, t'étais avec Mélenchon en train de boire une bière. Ouais. Donc non. Jamais. Ça, c'est mon code à moi. Après, j'ai des confrères, consoeurs qui le font. En fait, c'est même institutionnalisé, hein, pour tout vous dire. Les politiques organisent ce qu'on appelle des déjeuners de presse. Il ne faut pas non plus voir le mal partout. C'est-à-dire qu'en fait, le déjeuner de presse, il sert aussi à avoir des informations. Il sert au ministre, par exemple, à communiquer sur les projets qu'il a en cours, sur les lois qu'il défend, sur les réformes qu'il souhaite conduire. Parfois, il veut faire de la pédagogie, donc il réunit des journalistes pour dire, bah, voilà par où je vais passer, je vais faire ça, 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 etc., etc. Donc, il ne faut pas non plus se dire que si les journalistes déjeunent avec un politique, ils sont forcément soumis à être plus que sympa la prochaine fois qu'ils vont le voir. C'est pas le cas. Mais moi, non, j'ai pas le temps de toute façon. Trop de trucs à faire. Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous a apporté sur le plan personnel et professionnel l'année 2022 avec le décès de la reine d'Angleterre, la guerre en Ukraine, la Coupe du Monde, l'histoire de Pelé. Et puis, dernière info, Noël Le Graët est suspendu de ses fonctions de... Voilà. Bah, comme vous venez de l'énoncer, c'était une bonne année encore. Ça a encore été une bonne année. À titre professionnel, c'est de la densité, beaucoup de travail, toujours plus d'exigences, avec parfois des sujets qui sont extrêmement complexes. Parfois, à titre personnel, on est touché, puisque comme vous le rappeliez tout à l'heure, on a perdu un de nos collègues en Ukraine, et que je pense que les gens l'ont senti, mais ça a vraiment été un choc immense. Et puis le sentiment, alors ça, je vous jure que c'est vrai, ça fait donc 15 ans, je crois, que je fais ce métier. Chaque année, alors je sais pas si c'est pire ou mieux, enfin, chaque année est plus dense que la précédente. C'est incroyable. Et si vous listez les événements qui se produisent année après année, alors cet été, j'étais en train de me reposer, je regardais la plage, enfin j'étais sur la plage, je regardais la mer. Tout vous dire, j'étais avec mon épouse, et je regarde l'eau et je lui dis, mais je te jure, là, si des monstres de 15 mètres avec des griffes sortaient de l'eau, je crois que je lui dirais, ah ouais. C'est vraiment, tout a été... Enfin, qui nous aurait dit tous, là, on va passer 1 an fermé chez nous, je suis arrivé, j'avais un masque, je suis allé faire un rappel de vaccin là, tout ça est fou. Tout ça est fou. Qui nous aurait dit que la guerre allait revenir en Europe, que Poutine allait froidement décider tout seul qu'il voulait reprendre l'Ukraine, parce que finalement, bon, bah, ces nazis, là, quand même, c'est pas possible, quoi. Enfin, tout a été dingue. Donc, en fait, je me dis, c'est qu'il faut garder du recul, la tête froide, et puis avancer, quoi. Et question subsidiaire, à quand RMC Sport en version TNT gratuite? Bah alors le modèle économique, je suis pas sûr que les grands patrons soient très très d'accord avec ça, parce que la Ligue des Champions, ça leur a quand même coûté un petit peu cher. Donc je pense qu'il faut quand même passer par de l'abonnement. Non, ça n'arrivera pas malheureusement. Non. Ça. Non. Et à quand un commentaire de Jean-Baptiste Boursier sur un match des Girondins?
Ah. Eh ben, donc l'année prochaine, il remonte en Ligue 1, l'année d'après de Champions League. Est-ce qu'on aura encore la Champions League? Je sais pas. Là, c'est pas tout de suite, malheureusement. Mais je peux vous dire, dans ma chambre, j'en ai commenté un paquet. Bonjour. Bonjour, alors Julie Wagner, je travaille sur la médiatisation des femmes imams. Et en fait, de manière générale, de nombreuses personnes ont souvent l'impression que les médias ont tendance à donner une image un peu négative, voire fausse de l'islam lorsqu'ils traitent d'un sujet en lien avec cette religion. Que ce soit les imams controversés, les attentats, le voile, etc. Et en fait, ils pensent aussi souvent que les journalistes, de manière générale, pas BFM-TV, ont souvent recours aux stéréotypes. Je pense que c'est sans doute par manque de temps, de vérification ou tout simplement de connaissances sur cette religion. Et donc, je souhaitais savoir comment vous-même ou comment BFM essayez de présenter au mieux des actualités ou informations en lien avec l'islam ou les musulmans. J'imagine que cela passe beaucoup par le choix des invités, par exemple, etc. Merci pour votre question. Avec plaisir. Je vais vous donner un exemple très précis. Il se trouve que j'ai fait l'interview de l'avocate de l'imam Iqiyoussen. Donc, cet imam qui a été victime d'une décision de justice, cible d'une décision de justice d'expulsion. Bon. Donc, je reçois son avocate. Alors, en fait, il y a deux volets. Le premier, c'est dans quel cadre la décision de justice a été prononcée. Donc là, elle vise le cadre lié à l'islam. Il est imam, il fait du prosélytisme et surtout, il tient des propos qui sont considérés comme illégaux. Bon, ça c'est un premier sujet. Je l'ai dit, c'est fini. Ça ne me regarde pas, c'est une décision de justice. Je fais l'interview de l'avocate et c'est ce que j'ai fait. Et alors là, le fait qu'il soit imam, m'en fous. En fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la décision de justice. Et en fait, je fais tout le temps comme ça. S'il y a un sujet qui est... mais c'est valable pour n'importe quel sujet. Le sujet est lié à l'actualité, il y a un fait, je questionne le fait. Si un maire prend un arrêt contre les burkinis à la piscine, mon avis, on s'en fout. Et puis par ailleurs, ça n'a pas lieu d'être. Ce qui m'intéresse, c'est dans quel cadre légal le fait-il? Est-ce qu'il a le droit de le faire? Est-ce que le Conseil d'État va contester sa décision? Des associations saisissent la justice. Que dit la justice? Après, je peux toujours interroger des gens qui saisissent la justice pour savoir pourquoi elles le font. Mais il ne m'appartient pas de dire pour ou contre. C'est pas mon sujet. Non, enfin, évidemment que non, mais rien que le fait de choisir certains sujets, c'est déjà un peu un... C'est-à-dire que certains sujets, il ne faudrait pas les traiter, par exemple? Non, mais il y a peut-être d'autres sujets à traiter qui... voilà. C'est toujours pareil. Alors moi, il se trouve que je vous en parle avec d'autant plus de tranquillité, parce que par exemple, le burkini, j'en ai jamais parlé. Donc je peux poursuivre sur cet exemple. Mais si j'avais eu à le faire, je l'aurais fait. En fait, ne pas traiter un sujet ne signifie pas qu'il n'existe pas. Et j'ai toujours eu comme mojo de... Plutôt que d'ignorer, je préfère déconstruire. Plutôt que de jeter l'anathème, je préfère questionner. Ça me semble toujours plus pertinent. Et ça n'est pas à moi, après, de vous dire... ayez raison, ayez tel sentiment sur tel sujet. En revanche, s'il se trouve qu'un sujet marque l'opinion, traverse la société, oui, je vais poser la question. Je vais interroger le sujet, mais je le ferai factuellement. Je ne peux pas le faire autrement que factuellement. J'ai pas de morale à avoir, c'est pas du tout mon truc. Et c'est pas ma place. Alors après, il y a un autre sujet qui est passionnant pour le coup dans ce que vous demandez, mais c'est la sensibilité que mettent les uns les autres par rapport à un sujet qui les touche. Pas que religieux, hein. Une personne qui a un proche qui a été victime de violences intrafamiliales, par exemple, peut-être trouvera-t-elle que nous sommes trop complaisants sur certains sujets, ou pas assez durs, ou trop durs. En tant que téléspectateur, vous avez une responsabilité qui est fondamentale. Vous avez une télécommande. Non mais souvenez-vous-en. C'est fondamental. Il y a des mauvais journalistes, il y a des très bons journalistes, il y a des gens qui sont d'excellents invités, il y a des gens qui sont très mauvais invités. Mais à la fin, c'est vous qui décidez, en fait. Si dans cette pièce, personne ne nous regarde, on n'existe pas. Et donc, je suis toujours amusé d'entendre les débats sur
Ouais, mais vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, c'est comme ça ce que vous faites, etc. Si ça ne vous convient pas, ne regardez pas. Je vous parle pas à vous personnellement, voilà, c'est pour ça que je précise tout de suite. Mais vous comprenez, c'est la sensibilité liée au sujet que j'interroge. Et ça, c'est un truc qui est fondamental. Ça répond à votre question ? Oui, merci. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour, je m'appelle Guillaume et voilà, j'aurais souhaité savoir, est-ce que les réseaux sociaux depuis une dizaine d'années ont modifié votre façon de travailler et aussi j'aimerais savoir, est-ce que le fait de traiter la Ligue des Champions, est-ce que ça vous fait du bien, est-ce que ça vous fait une sorte de récréation et ça vous sort un peu toute l'actualité anxiogène, les retraites, la guerre en Ukraine et compagnie. Voilà quelqu'un qui a tout compris. Merci beaucoup. Alors, les réseaux sociaux ont absolument tout changé, mais alors pas que dans ma profession, dans ma vie, dans la vôtre, dans celle de tout le monde. Enfin, ça a été pour le meilleur, pour le pire, ça a tout changé. À titre perso, la petite anecdote, c'est que je me suis retrouvé à créer un compte Instagram parce que mon équipe m'a dit, il faut que tu aies un compte Instagram. Donc j'ai un compte Instagram, peut-être certains d'entre vous le suivent, j'essaie de mettre des stories, des photos de temps en temps, bon voilà. Les réseaux sociaux, ils ont apporté un truc incroyable sur la réactivité à l'actualité. En fait, nous, la façon dont on travaille à BFM TV, au-delà des informations qu'on fabrique nous, on appelle ça fabriquer l'info, enfin qu'on trouve nous, qu'on révèle nous, on est abonné à toutes les agences officielles. Donc Reuters, l'agence France Presse, Associated Press, etc., etc. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ces sources-là étaient les quasi seules sources d'informations, hors l'info qu'on fabriquait nous. Maintenant, vous avez Twitter. Alors ça, c'est un truc, donc là, s'il se passe un truc au Chartron, là, s'il y a un gars qui sort un couteau en disant « allons au bar », en fait, tout le monde a entendu autre chose, ça part en tweet, 2 tweets, 12 retweets, et du coup, il faut vérifier, et du coup, il faut envoyer une équipe, et du coup, waouh, ça part dans tous les sens. Donc on a gagné en réactivité, en plus de boulot aussi, parce qu'il faut recouper beaucoup plus de choses, et parfois en bonne rigolade aussi. Parce que je vous jure qu'il y a des trucs... bon. Et le foot, oui, c'est la merveilleuse parenthèse souriante, même si pour moi, c'est de l'actu. C'est l'actu. Alors après, j'avoue, il y a un truc, je vous cache pas, je suis là, c'est quand c'est le 14 février que je reprends, le PSG Bayern. Bon, il y aura Lionel Messi là, comme vous. Voilà. L'autre fois, j'étais à dernier déplacement du Paris Saint-Germain, je sais plus où on était. Bon, il y a le préparateur physique qui m'a fait un clin d'œil, il m'a dit tu peux te décaler un peu parce que en fait ils font l'échauffement, puis on était sur le passage. C'était à Turin. Exactement, merci, à Turin. Le dernier déplacement avec le but de Kylian Mbappé. Exactement, on était à Turin. À Turin, il se trouve que le bord de pelouse est très 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 étroit, donc le préparateur physique me dit allez, pousse-toi un peu. Et donc du coup, j'étais obligé de faire un pas comme ça. Et puis j'avais Neymar qui me frôlait comme ça. Je disais, bon, ça, j'ai fait un croche-patte. Bon, donc ça c'est vraiment, c'est quand on aime le foot, c'est une chance incroyable. Donc c'est un plaisir aussi. Merci. Merci à vous. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Je m'appelle Diane. Enchantée Diane. Je pense à me reconvertir dans le journalisme. Je voulais avoir votre avis par rapport à des expériences ou alors parcours, en ce qui concerne études ou expériences professionnelles, à privilégier selon vous. Vous faites quoi là? C'est pas indiscret? Non, je vous en prie. Alors moi j'étais dans le domaine bancaire et à Tours. Parce que j'ai cru comprendre que vous Oui, j'ai bossé à Tours, j'ai vécu à Tours aussi. Okay. J'habitais un peu partout en France. Mais je suis d'ici, hein, je vous le dis. Et là, je m'apprête à partir pour travailler en Floride pour quelques mois, donc pour améliorer mon anglais, ce qui, je pense, pourrait être aussi un plus pour le métier. Mais voilà, je voulais savoir, pour faire le métier que vous faites aujourd'hui, est-ce qu'il y a des expériences ou quelque chose à privilégier en particulier Il faut montrer que vous avez envie. Il faut vous rendre disponible, frapper aux portes, appeler, envoyer des mails, en envoyer 10, en envoyer 20. Ouais, je sais, c'est chiant, j'adore. Je vous ai vu souffler. Mais c'est vrai. Parce qu'en fait, comment je pourrais vous dire ça? Je vous ai raconté tout à l'heure vite fait mon parcours. Je suis arrivé à Boulogne-Billancourt. Je n'avais jamais mis un pied dans un appart de 9 mètres carrés et je connaissais
personne. Mais personne. C'était il y a 20 ans. Et il se trouve que quand j'étais entré dans un studio de radio, ma tête a fait genre, c'est chez moi. Et en fait, ça m'a donné un drive incroyable. Enfin, je pouvais pas ne pas réussir. C'était pas possible. Réussir, c'est pour moi. Hein. Réussir, c'est pas une histoire de célébrité, d'argent, c'est pas ça. C'est être heureux dans ce qu'on fait. Bon, donc je pouvais pas ne pas réussir. C'était pas possible. Et en fait, si vous êtes certaine que c'est ça votre truc, il pourra rien vous arriver. Vous pourrez faire une fac d'histoire ou de la géo, vous pourrez faire aller à l'IJBA ou faire Sciences Po. Si vous avez envie et que vous avez un minimum de prédisposition, allez dans les radios, allez dans la radio associative, allez à France Bleu, allez à Sud-Ouest, faites les deux, écrivez pour la presse quotidienne régionale, faites des petits papiers, faites des reportages, acceptez la nuit, acceptez le week-end, acceptez la matinale. Enfin, il n'y a pas de secret en fait. Il n'y a pas de secret parce que vous ne pourrez pas... J'avoue, j'ai croisé quand même pas mal de jeunes journalistes qui... Ouais, bon, on commence à quelle heure, on finit à quelle heure? Waouh. Mon patron, c'est un certain Marc-Olivier Fogiel. Si vous lui racontez ça, je peux vous dire... Il n'y a pas de ça, quoi. En fait, c'est une chance tellement incroyable de faire ce métier. Au bout d'un moment, s'il faut se lever à 2h du mat comme ça pour faire 3 heures de route, aller interviewer un mec avec un agra à bobine, parce qu'avant c'était comme ça, rentrer et tout, il faut le faire. Parce que si vous êtes forte là, après vous serez forte comme ça, après comme ça, et on vous verra. Et ça, c'est valable pour tous celles et ceux qui veulent être journalistes. Si vous êtes bon, on vous ratera pas. Personne. Vous ne pourrez pas passer à travers. C'est impossible. Si vous êtes bon, motivé, on vous trouvera. En fait, si je comprends bien ce que vous dites, il n'y aurait pas forcément d'études à privilégier. Finalement, c'est la passion et... Pour moi, c'est ça. Après, moi, je suis un genre de truc bizarre, quoi. Donc, Oui, mais en même temps, c'est encourageant parce que ça veut dire que si on est vraiment motivé par... oui, moi, je crois. Après, comprenez-moi bien, j'ai pas du tout un discours anti-école. Au contraire. Ce qui compte, c'est comment vous allez trouver le moyen de mettre le pied dans la porte et d'avancer et de rencontrer quelqu'un et d'aller, non pas d'envoyer un mail « Bonjour monsieur, merci de… » mais c'est d'arriver dans une radio. Il est où le Red Chef? Salut, enchanté. Ça va? Je suis dispo. On y va? Et ça, c'est un truc… moi, quand on me sollicite comme ça, je suis touché. Vous imaginez bien, j'ai pas mal démarché pour des stages, etc. Évidemment que je peux pas prendre les gens, mais ça me touche. Il y a des gens dont je garde le numéro parce que je me dis, tiens, j'ai vu quelque chose dans son œil, il se passe un truc, il y a une envie. Donc après, effectivement, si vous faites le SJ, vous faites l'IJBA, si vous faites le SJ à Lille, qui est un genre de mec du journalisme, etc., vous sortirez le SJ Lille avec sans doute plus de points d'avance que ceux qui n'ont pas fait le SJ Lille. Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, c'est pas vous qui allez gagner, si vous n'en sortez pas. Et c'est vraiment ce message que j'aimerais vous transmettre, quoi. C'est vraiment ça qui compte. Croyez en vous. Si vous croyez en vous, que vous êtes bon, on vous trouvera. Vraiment. Merci. Bonjour Jean-Baptiste, Bonjour. Sébastien. Petite question. Je voulais savoir comment vous voyez l'avenir de l'information, parce que ça a beaucoup évolué. BFM TV, il y a 10 ans et maintenant, rien à voir. Et justement, est-ce que vous pensez que maintenant, il y a l'infotainment qui est beaucoup plus présente dans les médias? Est-ce que ça va monter encore? Et vous, comment vous voyez l'info? Alors, les choses se sont paradoxalement pas mal clarifiées depuis 1 an et demi, 2 ans. Si je reviens en arrière un peu, il y a 15 ans, on disait jamais 3 chaînes d'infos ne feront plus de 4 points de part de marché en cumulé. En 2022, BFM TV a fait 3-3 tout seul. Et en fait, les choses se sont clarifiées. Pourquoi? Parce que LCI aujourd'hui est devenue une chaîne 100% Ukraine. CNews est devenue une chaîne 100% d'opinion. France Info continue sa mission de service public et fait de l'information, vraiment. Et nous, on reste la chaîne info de référence. Quand je dis ça, je suis pas en train de sortir les muscles. Hein. C'est vous qui le dites, quoi. Enfin, quand il se passe un truc, c'est chez nous que ça se passe. Et donc, paradoxalement, ça a clarifié la proposition. Et je pense que c'est ça le chemin qui est pris. C'est-à-dire que vous avez des rendez-vous, des carrefours d'infos que je trouve hyper importants, type quotidien, parce que ça permet à des jeunes d'aller vers de l'information, alors qu'ils n'auraient peut-être pas le réflexe de venir chez nous, parce que ça les fait chier, en gros, que leurs parents regardent BFM TV et que ça va, quoi. Et donc, c'est bien qu'ils puissent accéder à ça. Mais cette nouvelle fragmentation de l'actualité, elle a redéfini les choses. Donc je pense que le paysage à l'avenir, c'est moi qui le dis, je peux me tromper, mais ce sera un truc qui sera plus segmenté,
dans cet ordre-là. LCI, typiquement, ils vont avoir un sujet qui sera pour eux passionnant à gérer quand la guerre va s'arrêter, parce que j'espère bien que ça va s'arrêter quand même un jour. Donc, est-ce qu'ils reviendront une chaîne d'actualité normale? Est-ce qu'ils vont choisir eux aussi de faire une forme d'opinion mais différente? C'est vraiment un sujet qui sera passionnant. CNews, ils ont choisi un créneau, ils y sont, ils y restent. Et ça fonctionne. Donc je pense que ça va vraiment se dessiner comme ça. Dans des choses qui sont très fragmentées, donc moins de l'information, mais plus de l'opinion. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, carrément. Et deuxième petite question, vous avez fait du talk. Est-ce que vous avez des Avec nouveaux... succès. Non, mais c'était les débuts. C'est une blague, ça. 3 mois, l'émission s'est arrêtée. C'est déjà pas mal, il y en a qui n'ont jamais fait. Mais est-ce que justement vous avez des projets de nouvelles émissions, des concepts à proposer, même à BFM? Non, pour l'instant non. En fait, merci d'être au courant de ça, c'est cool. L'émission s'appelait Talk Show, pour ceux qui ne savent pas. Ça a été un super truc. Enfin, je me suis éclaté à le faire. Il se trouve que je le produisais par ailleurs, donc. Mais à voir, c'était bien aussi. C'est gentil, merci beaucoup. Pour l'instant, non. Je suis vraiment revenu à l'info 100%. Je suis content de ce que je fais, heureux, je m'amuse, en vérité. Et ça prend tellement de temps. Parce que développer à côté un projet, l'écrire, rencontrer les gens, recruter, enfin, ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, c'est énormément de temps. Donc là, mes semaines sont déjà bien remplies. Là, par exemple, j'étais très, très, très content de pouvoir venir avec Blanche à Bordeaux vous voir. Mais c'est un truc que je ne peux pas faire souvent, quoi. Donc, développer une émission à côté, malheureusement, je ne pourrais pas. Bah, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre. Qui était aussi très amoureux de Bordeaux, de temps de Chabat Bah, pourquoi au passé, Jean-Pierre? Ils sont là encore, les Girondins. Non, ils déconnent, mais ils sont là. Ça a beaucoup changé quand même. Ouais. Ça a beaucoup changé dans l'esprit. Mais ça serait une longue question et pas l'objet d'aujourd'hui. En gros, vous avez répondu comment vous construisez votre émission, quelles étaient les valeurs à laquelle vous étiez soumis. Collez bien le micro contre votre menton, s'il vous plaît, Jean-Pierre, comme ça tout le monde vous entend. Voilà. Attendez. C'est une habitude. Absolument. Quelle liberté avez-vous dans la construction et dans la hiérarchisation des événements qui touchent le plus les usages et la transformation de notre société? Liberté quasi totale. Même à BFM. Ah, c'est rigolo, parce que j'observe vos têtes, et tout le monde a frisé. C'est incroyable. Eh oui, c'est surprenant. Et ça veut dire quoi, même à BFM, alors? Eh bien, pourquoi? Parce que nous sommes adeptes tous les ans aux reporters de guerre à Bayeux. Donc, on a plus une écoute par rapport aux reporters de guerre que à ceux qui le présentent. C'est deux choses entre eux. Vous avez dit que vous avez commencé reporter. Je vous considère à l'heure actuelle plutôt comme chef d'émission, responsable d'émission. Le métier n'est pas pareil. Non, ah bah non, c'est des fonctions différentes. Le reporter, il a le choix d'être factuel, une partie ou pas, et selon qu'on lui achète ou pas l'information. Je parle bien sûr des indépendants. Alors, les indépendants, je peux pas vous dire, parce que les indépendants, en fait, ils vont où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, et puis on leur achète ou pas. C'est pour ça que je parle de liberté. Ah oui. Vous êtes salarié. Eh ben, indirectement. Figurez-vous que non, même pas. Non. Moi, je suis un cas un peu compliqué, mais... C'est quasi même. Non, en fait, c'est très intéressant votre question, Jean-Pierre, parce qu'elle répond à, je vous le dis, un fantasme sur la façon dont se fabrique l'information. Fantasme sur le fait que mon patron s'appelle Marc-Olivier Fogiel et que son patron, notre propriétaire, s'appelle Patrick Drahi. Alors, donc, je vais vous expliquer. Patrick Drahi, je l'ai vu 2 fois. Il m'a envoyé un message en 2 ans et demi, je crois. Donc les 2 fois, on s'est serré la main, salut, ça va, merci, tout se passe bien, c'est cool. Et le message était, alors j'ai pas prévu de le raconter, mais bravo pour l'excellence de vos émissions. Et en fait, si vous voulez, c'est un vrai fantasme, mais je sais pas d'où il vient. Après, c'est normal, puisque le mec est milliardaire, il possède un média, donc les gens se disent, bah, il arrange sa sauce, il fait ses trucs, il arrange ses copains, etc., etc. Mais moi, personne, jamais, à aucun moment, ne me dit, Jean-Baptiste, dans ton émission, tu mets ça, et puis tu mets ça, et tu mets pas ça. Jamais. Jamais. Moi, je fais ce que je veux. En revanche, je fais ce que je veux dans un cadre que j'estime, moi, que je juge, moi. Donc, il y a toujours des sujets
dont vous n'entendrez pas parler. Oui. C'est comme ça. Et je dis pas que c'est bien. Je dis c'est comme ça. On ne peut pas être exhaustif. On ne sera jamais exhaustif. Vous allez, si je vous prends un par un, considérer que certains sujets sont importants parce qu'ils vous touchent, parce que vous en avez une connaissance, parce que vous en avez entendu parler quelque part, etc., etc. Nous, on ne va pas le traiter. Non, et c'est un arbitrage. Vous me donnez pas là la construction. Mais vous voulez j'avais pas compris en fait. Pardon. Vous voulez la construction d'une émission? Oui. Comment ça marche? Comment vous allez la construire? Ah, bah là par exemple, j'ai mis... À partir de l'événement choisi. Là, je peux vous dire, par exemple, ça me permet de faire ça aussi, de regarder mon téléphone. Parce que là, j'ai pas regardé mon téléphone depuis que je me suis assis avec vous. Voilà, donc il a pris feu. En fait, il se trouve que je parle avec mon équipe tout le temps, toute la semaine, toute la journée. Enfin, on se parle tout le temps. Et en gros, on observe l'actualité. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fait saillant qui émerge. Mais ça revient à la conversation qu'on avait tout à l'heure sur comment on va construire. Voilà. Donc là, typiquement, moi, je suis en train là de construire mon week-end. Enfin, j'essaie déjà de trouver un invité pour dimanche midi. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Les gens pensent que c'est très compliqué, sorcier, alambiqué, truqué et tout. Je vous jure, c'est d'une simplicité. Mais vous avez une méthodologie et une organisation. C'est ça ma méthodologie. Bah, disons, bravo pour l'équipe alors. Ouais, j'ai une super équipe. J'ai une équipe qui est incroyable. J'ai une équipe qui est incroyable. Et après, c'est comme tout boulot. Enfin, je sais pas quels sont vos métiers les unes les autres, mais vous faites des réunions. Parfois, vous réunissez dans une pièce, vous dites, bon, alors là, sur le budget de machin, on met combien? On enlève 100. Michel, tu mets 2000. Moi, je te retranche ça. Bon, ok, et toi? Alors, d'autres vont dire, on a 12 palettes, on en fait quoi? On les coupe en 3? On les lit en camion? Ou... Bah, nous, on fait pareil. On prend notre matière à nous, l'actu, on se regarde, on discute, on dit, on fait quoi? Ça, on garde ou pas? Ouais, mais on en ferait quoi? On mettrait qui? On a envie de ça? Ça nous intéresse? On doute tout le temps, en permanence. En permanence, on s'interroge. Et parfois, il y a des actus, je peux vous dire que je ne m'interroge pas du tout, c'est sûr, ça tombe. Ça arrive, je le sais, ça a marché, c'est comme ça. Ça a marché au sens où on a réussi à le fabriquer, à l'avancer, à être pertinent, etc. Mais sinon, on fait comme vous, quoi. On prend l'actu, on la regarde, on la dissèque, on discute, et puis à la fin, il faut trancher. Mais je vous jure, vraiment, c'est pas votre propos, Jean-Pierre, mais il y a des fantasmes sur ce métier qui sont à l'opposé de la réalité. Et moi, je me roule dans ces trucs parce que, vous imaginez, j'ai entendu un nombre de fois, ouais, alors vous faites la télé de Drahi et tout. Drahi, si vous savez, je sais même pas où il est. Et un coup, il est au Portugal, il est à Tel Aviv, il est aux États-Unis. Mais en plus, il s'en fout. Sauf si demain, à l'antenne, je fais n'importe quoi, j'insulte un invité, etc. Peut-être que là, il prendra son téléphone pour me dire que j'ai dépassé les bornes. Mais encore, je suis même pas sûr, c'est pas son rôle. Hein. Bonjour. Bonjour, Kaïsi. En fait, moi, je me posais une question. On va un peu plus loin, à 10 000 km d'ici. Allons-y. Sur la question de Mayotte. Allons-y. Parce que j'ai constaté qu'en France, souvent, les journalistes, et vous et à travers vous, que ce soit BFM ou les autres chaînes, souvent, quand on aborde la question de Mayotte, il y a une ligne et une vision qui est une vision de la presse française. Et cette vision, c'est laquelle? C'est que quand on parle de Mayotte, c'est toujours, il y a ces violences, il y a la migration clandestine de celles et ceux qui viennent des Comores. Or, on sait très bien, ce qui me choque souvent chez moi, c'est de me dire, mais toute cette gratin de la presse, ils ignorent le fait que cette île est comorienne. Mayotte, c'est une île comorienne. Le 12 novembre 1975, aux Nations Unies, il y a une résolution qui s'appelle 3385, qui dit que les Comores, c'est une nation souveraine composée de 4 îles. La France est condamnée aux Nations Unies 20 fois, jusqu'en 1996. Elle a même utilisé son veto en 1976 pour arrêter une résolution du Conseil de sécurité concernant la problématique des élections à Mayotte. Mais il n'y a aucun journaliste en France qui aborde le fait que la présence de la France dans cette île est contraire au droit international. Et surtout, je m'attendais que, toute proportion gardée, parce que les crimes et les horreurs commises par la Russie en Ukraine, je ne vais pas les mettre en balance par rapport à ce qui se fait de l'autre côté. Mais c'est exactement pareil. Ce n'est pas parce que les territoires occupés en Ukraine, il y a des gens qui clament leur amour de l'agresseur russe, qu'on peut considérer que ces territoires sont russes. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est comment se fait-il que toute une presse française, aucune, ne dit au moins, je ne dis pas de s'engager ou pas, mais au moins de nuancer. Alors, vous voyez, votre question, en fait, merci déjà, est hyper intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle résume là aussi un peu ce qu'on s'est dit auparavant. C'est-à-dire que, manifestement, vous êtes de là-bas?
Je suis de la région, je suis des Comores. Donc vous êtes sensible à ce sujet. Et manifestement, vous le connaissez parfaitement bien. Moi, je ne le connais pas. Moi, je ne fais pas semblant. En revanche, si demain j'en parle, croyez-moi, je lirai tout. Mais pour l'instant, j'en parle pas. Donc, en fait, le journaliste n'est pas un être omniscient et de savoir absolu. Et ça, il faut vraiment l'intégrer, quoi. Il faut vraiment l'intégrer. Et souvent, il y a pas... Alors après, que certains collègues qui ont traité le sujet les maltraités, c'est très possible. En fait, sans doute, puisque comme tous les sujets, ça arrive. Mais on ne peut pas tout savoir. Donc moi, ce que je veux faire et ce que j'essaie de faire modestement à chaque fois que je prends l'antenne, c'est d'être le mieux renseigné sur tous les sujets que je vais aborder. Donc je vous jure, faites-moi confiance, je vous le promets, si j'aborde le sujet de Mayotte, j'aurai ces informations. Ok, merci. Parce que ce qui étonnait juste, c'était ça. C'est que toute une presse ignore cette information et on traite des gens qui sont à Mayotte de clandestins alors que le droit international dit que ces gens-là sont chez eux. Je comprends, merci beaucoup, monsieur. Bonjour. Bonjour. BFM a des antennes locales à Lyon, à Lille. À quand un BFM Bordeaux ou BFM Sud-Ouest ou... Ah, alors je vais rembobiner l'émission. Je suis désolé, j'étais pas là. Ça a été posé au début. Non mais. Ah, je suis désolé. Non mais en fait, vous avez raison. 15h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est ça, totalement. Donc la question a été posée. Je sors de par votre voisin de devant. Hein. J'étais pas là, j'étais en partiel. Ça s'est bien passé? Ça va. Partiel de quoi? Économie. D'ailleurs, à ce propos, non mais je suis passionné aussi de journalisme et donc si votre collègue Nicolas, pardon, je vous Dose. Oui, Nicolas Dose, qui est journaliste économique à BFM, cherche des stagiaires. Ah. Je serais ravi de lui passer mon CV. Ça roule. Voilà. Alors, j'ai répondu à votre monsieur qui est juste devant vous, qu'en fait, je n'ai pas la réponse à cette question. Et donc je le redis, puisque vous n'étiez pas là tout à l'heure, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une antenne de BFM TV à Bordeaux, par définition. Voilà. Et après, quand je dis ça... Plus large. Ouais, au sud-ouest, et je précise de la même manière que tout à l'heure, c'est pas dire que je souhaite la fin de TV7, c'est pas du tout mon propos, j'ai commencé moi-même à la télé sur une chaîne locale, donc, mais je serais très heureux d'avoir une antenne locale ici, évidemment. D'accord, merci beaucoup. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Sophie, je suis enseignante. Bonjour Sophie. Ma question est la suivante. Quel est l'avenir du journalisme face aux objets, à l'heure des objets connectés en fait? Ah, alors vous avez pareil. Alors même chose que monsieur à l'instant. Le monsieur devant vous a posé la même question tout à l'heure. Et je lui ai répondu, donc je vais vous le redire en une phrase, que en gros, nous, on est sur le traitement de l'information, mais pas la fabrique au sens de son environnement. Donc c'est pas tellement un sujet qui nous concerne en fait pour l'instant. Alors après, peut-être que ce que je dis aujourd'hui, dans 10 ans, ne sera plus valable, mais au moment où on se parle, à mon avis, c'est ça. Bonjour. Bonjour Robert. Enchanté Robert. Alors moi, mon ballon, il est ovale. Ah, c'est bien aussi, j'ai beaucoup joué. Hein. Et il se trouve que je suis sélectionné volontaire pour la prochaine Coupe du Monde de rugby ici à Bordeaux. Bien. Mais même si je tiens à mon poste, ça m'est quand même difficile moralement d'aller défendre des valeurs qui sont aussi saccagées par nos dirigeants. Et je parle de tous nos dirigeants sportifs des fédérations sportives françaises aujourd'hui. Alors vous parlez des faits, et que les faits, si j'ai bien compris, mais tout de même, vous, journalistes, est-ce que vous prenez vraiment votre part pour dénoncer ces scandales? Bah écoutez, je peux rien vous dire d'autre, Robert, que vous êtes juge et vous jugez mon travail. Il faut regarder ce que je fais et vous prononcer sur ce que je fais. Je fais au mieux. On peut pas tout faire. On peut pas. En fait, comment vous dire ça? La dénonciation, pour reprendre votre propos, elle peut prendre différentes formes. Je fais pas du tout partie des gens qui sont a priori virulents. Je fais pas du tout partie des gens qui a priori s'indignent. Je préfère poser toutes les questions. Et donc, si je vous dis, Robert, qu'est-ce qui vous pousse à vous poser cette question? Si je vous dis, bah évidemment, Robert, vous vous posez cette question. Vous entendez que la nuance, elle est fondamentale et qu'elle génère chez moi quelque chose de différent, elle va générer chez vous quelque chose de différent. Et moi, mon intérêt, c'est pas de m'agacer ou de vous agacer. Moi, mon intérêt, c'est que tous les autres comprennent d'où vient votre indignation. C'est mon métier, en fait, c'est ma raison d'être. Moi, je suis un trait d'union, quoi. Je suis un lien. Donc, je pose toutes les questions. Si vous me regardez, vous savez que je la pose même 6 fois s'il faut, jusqu'à ce que j'ai la réponse. Mais je
veux pas m'indigner. Alors parfois, oui, il doit m'arriver de sortir un tout petit peu de mon rôle et de m'agacer, j'imagine, parce que toutes les heures d'antenne, etc. Mais j'entends, par exemple, dans votre question à vous, le sous-entendu de « non, vous ne le faites pas assez ». C'est ça? Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors? Dénoncer plus ouvertement. J'ai entendu parler d'un journalisme d'engagement. Est-ce que c'est pas le cas? Moi, alors, je vous prends un exemple très concret que tout le monde connaît. Pascal Praud, star de CNews. Je connais très très bien Pascal, j'ai bossé à ITL avec lui. Il était journaliste sportif. Il est aujourd'hui le porte-étendard de ce journalisme d'indignation, là, enfin, dont vous parlez, ou de dénonciation. Ben oui, mais parfois, pardon, il dénonce des trucs dont moi j'en ai, un, rien à foutre, deux, je suis pas d'accord. Alors comment on fait? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que parfois il va dire des choses, je suis en accord avec ce qu'il dit, et parfois je suis absolument en désaccord. Alors où se situe son intégrité? Et où est-ce que moi je me situe en tant que journaliste? Ou en tant que citoyen, quand je le regarde, comment je dois comprendre ce qui se passe? Vous voyez, c'est toujours une ligne de crête. C'est pour ça que moi je m'en remets aux faits. Si je m'en remets pas aux faits, je vais créer un déséquilibre dans la bascule. C'est un peu comme c'est comme la justice. Pourquoi on juge en assises avec les jurys populaires? Parce qu'ils sont 12 et qu'ils doivent se prononcer à la majorité, et parce qu'il ne peut pas y avoir qu'un seul avis. Et sinon, le gars, il se lève, il a mal mangé, il a mal au ventre, il a mal à la tête, ou la tronche du prévenu ne lui revient pas, il l'envoie en prison. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je me tiens à ça. Mais, et ça revient à la question que posait le monsieur devant vous tout à l'heure, aujourd'hui, il y a différentes formes de journalisme, je pense que c'est son évolution, et donc, vous avez sans doute de quoi vous nourrir à un endroit par moment quand vous en avez envie, et si vous voulez revenir à d'autres choses, à d'autres endroits, vous pouvez le faire. Je pense que c'est bien que tout coexiste, mais on ne peut pas avoir qu'un journalisme d'indignation et de dénonciation. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, c'est pas mon point de vue. Vous qualifiez plus d'enquêteur que de journaliste? Non, journaliste. Mais journaliste, c'est pas... En fait, journaliste, c'est juste les faits, quels sont les faits, je questionne les faits, j'essaie de comprendre. Exactement. Non, moi, je veux pas juger. Mais à nous de juger, Ouais. de zapper. Donne le micro, Mathilde, s'il te plaît. À nous de juger ou de zapper. Exactement. Mais à travers votre réponse, vous vous placez plus comme enquêteur que comme journaliste. Non, après, c'est enquêteur, en fait, c'est comme ça. J'ai des confrères, ils sont grands reporters. Alors, grand reporter, en fait, c'est une qualification de carte de presse. Bon. Et en fait, enquêteur, c'est a priori celui. Moi, je suis très pote avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme, par exemple. Bon, eux, s'ils sonnent chez vous, vaut mieux que tout soit nickel. Et eux, on appelle ça des enquêteurs, parce qu'eux, ils ont tout regardé, ils ont tout lire, tout déchiffrer, tout machin, fouiller, etc., etc. On fait pas le même métier, mais on est journalistes tous les deux. C'est-à-dire que eux, ils enquêtent sur des faits, et moi, je questionne des faits. Du coup, j'aurais une Le question. comeback. J'aimerais savoir quel est votre avis sur la jurisprudence Sinclair qui concerne les journalistes qui ont comme conjoint un homme ou une femme politique. Mais pour l'instant, en tout cas à ma connaissance, ça n'a concerné que les femmes. Et du coup, quel est votre avis là-dessus, sachant que ce n'est pas une obligation? Ça me gonfle. Non, mais là, j'ai pris parti, Robert. De la même façon qu'une femme ne peut pas être résumée à son sexe, elle ne peut pas être résumée à son époux. Alors je comprends que certains s'inquiètent d'un défaut d'objectivité parce qu'il y a un lien, etc. Alors tu comprends du coup quand ils rentrent à la maison le soir, après un apéro, de quoi ils parlent, est-ce que ça va pas orienter ces questions, etc., etc. Moi je fais confiance à l'intelligence humaine et à la responsabilité de chacun. Donc voilà. Et il y a eu un cas masculin avec Thomas Soto. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir quel rapport vous avez avec l'audience, l'audimat. J'imagine que c'est quelque chose que vous surveillez, l'audience de vos émissions, ou pas d'ailleurs, vous allez nous le dire. Je veux savoir dans quelle mesure c'est un paramètre dont vous prenez compte pour choisir de traiter une info plutôt qu'une autre en disant ça c'est le type d'info qui intéresse plus le public ou qui va faire davantage d'audience. Merci pour votre question. C'est comment votre prénom? Sophie. Enchanté, Sophie. C'est hyper important. C'est hyper important et c'est bien que ce soit important. Alors, premier élément, nous sommes une chaîne privée, un groupe privé. Donc, par définition, nous vivons sur la publicité, les espaces publicitaires qui sont vendus. On n'a pas de mission, on n'a pas de délégation de service public. Donc, les gens qui ont créé cette chaîne, eux, ils veulent faire de l'oseille, quoi. Si vous vendez des tuiles, vous voulez vendre des tuiles, vous faites du bateau, vous voulez vendre des bateaux, enfin, vous m'avez compris. Donc, eux, ils veulent faire de l'argent, c'est normal.
Après, ce qui est très important, c'est qu'entre eux et moi, il y a 2-3 journalistes qui traînent là, qui sont en charge de l'information, de la direction de l'information. Et eux sont des garants, des garde-fous, vraiment des remparts. Si jamais la direction était tentée, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à un moment donné d'influencer quoi que ce soit, eux ils disent stop, ça s'arrête là, tout de suite. Et il se trouve qu'il n'y a jamais eu besoin de ça pour que la chaîne fonctionne. Donc ça c'est très bien. Après, j'ai toujours envie que ça marche. Si personne ne regarde, ça sert à quoi? Si avec mon équipe on essaie de trouver les meilleurs invités pour éclairer un sujet, si personne ne les regarde, à quoi bon? Quel est le but? C'est pour ça, j'adore toujours ces débats sur non mais moi je regarde pas du tout l'audience, je m'en fous. Non mais moi de toute façon je fais pas ça pour ça. Mais tu fais ça pourquoi? Pour toi? Moi j'aime être heureux au boulot, me lever, aller m'éclater avec mon équipe, etc., prendre des trucs et tout, c'est génial. Enfin, moi je suis heureux. Mais je veux que les gens soient contents, quoi. Et je veux qu'ils soient nombreux. Donc après, est-ce que ça joue dans l'arbitrage des sujets? Je pense que ça doit jouer parfois. Je réponds le plus honnêtement possible. Je réfléchis en fait, je suis en train de réfléchir aux échanges avec mon équipe. Là, ce matin, on parle de demain, d'après-demain, fin d'après-demain. Oui, ça arrive. Ça arrive s'il y a j'essaie d'être concret. S'il y a un fait divers terrible en cours, Lola. Lola, imaginons que ce soit arrivé la veille. Le lendemain, est-ce qu'on continue d'en parler ou est-ce qu'on parle de, je sais pas, d'un Conseil européen? Bon, vous avez envie d'entendre parler de quoi entre Lola et Conseil européen? Conseil européen, vous? Oh, j'ai des potes à vous présenter. Non, mais c'est hyper intéressant. Soyons hyper objectifs. Levez la main ceux qui disent Conseil européen. C'est quand même une toute petite minorité. J'ai pris l'exemple complètement au hasard, et ça veut par ailleurs pas dire qu'on ne traitera pas le Conseil européen. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être que dans ce cadre-là, le lendemain, on se dira, tiens, il y a des angles, on parlait d'angles tout à l'heure, il y aura des angles différents à tirer sur ce qui est pas seulement un fait divers, mais un truc qui a marqué l'opinion, qui dit des choses sur notre système de justice, qui dit des choses sur notre système d'immigration, qui dit des choses sur notre... Bon, voilà, sur plein de choses. Peut-être qu'on tirera un angle là-dessus. Bonjour. Salut. Bonjour Adrien, j'avais quelques petites questions à vous poser. Allons-y Adrien. Comment vous arrivez à... Vous avez dit que vous êtes un bourreau de travail. J'ai dit ça moi? J'ai dit bourreau? Peut-être pas bourreau, mais que vous travaillez beaucoup en tout cas. Et je voulais savoir comment vous arrivez à allier vie personnelle et vie professionnelle. En n'en parlant jamais. D'accord. En n'en parlant jamais. Vous avez du temps à consacrer à votre famille, à votre femme, du coup? Oui. Okay. J'ai du temps. Je suis là-dessus d'un sectarisme absolu. Non, ma vie privée, c'est ma vie privée. Voilà, je mets juste des photos de mon chien sur Instagram. Okay, voilà ce que je fais. Non mais j'entends plus sérieusement. Oui, comme tous les mecs qui bossent, quoi. Enfin, je sais pas, vous êtes étudiant, vous bossez, vous faites quoi? Étudiant. Étudiant en quoi? En droit. Ah, c'est bien, ça vous plaît? Ah, moyen. Eh oui. Quelle année? Du coup, Master 1. Ah ouais, donc déjà un petit... Ouais. Bah, vous bossez beaucoup, j'imagine. Surtout quand les partiels arrivent, etc. Et vous trouvez le moyen d'aller boire un verre avec vos potes, ou 2 verres, ou plus, ou de sortir, ou d'aller, je sais pas, sur le bassin, ou à Bisca, un coup de surf et tout. Bon, bah voilà, pareil. Okay. Pareil. Mais merci de vous y intéresser, c'est gentil. Et une autre petite question, par rapport à la confiance qu'ont les Français par rapport aux médias, c'est assez faible, un peu comme les politiques. Comment vous pouvez faire en sorte de faire remonter cette cote de popularité, ou comment ça s'explique que les personnes ont autant de défiance envers les médias? Ça, c'est pareil, c'est un sujet qui est absolument fascinant, puisque vous avez raison de le pointer. Alors, je ne suis pas journaliste, voilà, c'est pour ça que je réfléchissais. J'ai pas de carte de presse, en fait. Techniquement, moi, j'ai pas de carte de presse.
C'est pour ça que j'allais dire, en fait, notre profession est décriée. Mais oui, de toute façon, je me considère comme un journaliste. Donc les gens nous détestent. Ok, ça c'est clair, bon, c'est fait. Enfin, manifestement, vous êtes quand même très nombreux ici aujourd'hui. Et alors, les gens n'ont pas confiance en nous. Et donc, on prend ces deux éléments-là, on les met là, ok. Et là, je vais vous poser 13 millions de téléspectateurs par jour. Il y a 13 millions de personnes chaque jour qui choisissent d'aller sur la 15, de regarder l'information. Dès qu'il y a un événement, il y a, enfin, j'étais à la Concorde pour la célébration des Bleus avec les Français. Il y a eu 7 millions de téléspectateurs. Dès qu'il se passe quelque chose, plus ou moins tragique, plus ou moins heureux, les gens nous prennent comme intermédiaires de ce qui se passe et nous sommes leurs témoins. Et enfin voilà. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est que la défiance s'accroît, mais les gens n'ont jamais été aussi nombreux à nous regarder. Paradoxe français, quoi. Bonjour Jean-Baptiste, c'est Guillaume. Bonjour Guillaume. Petite question, vous êtes l'incarnation de... Vous avez beaucoup parlé de votre équipe. Quelle est la part pour vous de ce qui est passé à l'antenne entre vous et votre équipe? Combien ils sont? Pour avoir un peu les coulisses, savoir si c'est une meute qui est derrière vous, vos esclaves, ou comment ça fonctionne. Et puis, vous l'avez dit, il y a un réflexe BFM TV dès qu'il y a une grosse actualité, etc. Il y a des choses évidentes. Ça rejoint un peu la question sur la hiérarchisation de l'information. Quand il y a un événement majeur qui se passe, qui écrase tout, on comprend qu'on passe du temps dessus. Quand l'actualité est un peu plus plate, bon, il ne s'agit pas de remplir pour remplir, et justement... Ah bah si, quand même. Mais comment vous faites? Alors, si je commence avec ça, eh ben on se prend la tête. On se prend la tête, parce que clairement, nous, on est le média du show, quoi. On est le média de l'actualité, comme vous l'avez très justement dit, on est le média du direct, donc vous n'avez pas les unes les autres le réflexe de venir chez nous lorsqu'il se passe rien, quoi. Bon. Donc là, ben, on regarde ce qui s'est passé un peu par rien. On regarde les angles une nouvelle fois sur les sujets qui ont marqué l'actualité récemment. J'en profite dans ces moments-là pour prendre un peu plus de temps avec des invités peut-être un peu plus compliqués, donner un peu plus de profondeur. Typiquement, samedi était une journée, oh mon Dieu, horrible, mais horrible. Une des pires de ma carrière à monter, vraiment terrible. On a fait une demi-heure sur l'Ukraine et j'en ai profité pour inviter Jean-François Colosimo, qui est un des meilleurs spécialistes français de l'orthodoxie et qui est un mec que j'adore par ailleurs. Bon, bah, je l'ai mis en plateau. Et ça a très bien marché. Donc je profite de ces moments-là pour voilà, essayer de faire des choses un peu plus pointues. Et alors l'équipe, c'est génial de parler d'eux parce que je les adore. J'ai une chance, c'est de les avoir choisis tous. Donc l'équipe immédiate qui fait VSD et qui fait BFM Politique, on est, moi compris, 4. J'ai un bras droit qui s'appelle Charlotte, qui est un genre de red chef adjointe, quoi. Juliette qui cale les invités avec nous. Et un garçon qui s'appelle Andoni, qui est un jeune mec de 24 ans, qui est brillant, et qui est celui qui est dans mon oreillette. Donc il est l'interface technique entre la régie et moi quand je suis en plateau. Voilà. À l'épreuve des faits, Céline Pitlet est accompagnée d'une personne qui travaille avec elle. Et après, il y a toute l'équipe technique pour chaque émission, qui est pour le coup assez importante, une dizaine de personnes. Et sur la Champions League, on est en gros dispo. Il y a une trentaine, quarantaine de personnes. Voilà. Et en fait, alors moi j'y tiens beaucoup quand je les ai recrutés tous. Enfin, je dis recrutés, c'est pas moi qui les paie, mais je les ai choisis. Donc, je leur ai dit à tous, en fait, je veux votre cerveau. C'est pas que le mien et vous allez dire amen, oui, bravo, c'est formidable et vous allez appeler les gens que je vais vous dire d'appeler. Je veux des gens intelligents, qui sont curieux, qui réfléchissent, etc. Je veux qu'on pense contre moi, enfin, etc. Donc du coup, ces gens-là, bah, m'accompagnent, réfléchissent avec moi, me disent je suis d'accord, me disent je suis pas d'accord, poussent des sujets, je les refuse, poussent d'autres sujets, je les accepte, enfin voilà. Et on construit comme ça petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et après, on a un genre de démocratie éclairée / dictature temporaire. Donc quand à la fin de la discussion, il faut prendre une décision, je finis par la prendre. Voilà. Mais toujours en lien évidemment avec la direction de la chaîne, enfin la rédaction en chef, etc., la direction de la rédaction. Bonjour, Dominique, ici.
Bonjour Dominique. Tout à l'heure, on a parlé un peu de la défiance des médias et puis aussi des réseaux sociaux. Je voulais savoir si vous commencez à constater un infléchissement, c'est-à-dire un phénomène inverse justement, où les gens abandonnent quand même de plus en plus les réseaux sociaux et basculeraient vers les médias traditionnels. Voilà, c'est ma question. Non, et même plutôt complètement l'inverse. Parce que à Twitter, dont on parlait tout à l'heure, s'est ajouté donc Insta, maintenant TikTok, qui est un genre de phénomène quand même assez incroyable. Et la consommation d'informations, et surtout chez les plus jeunes, on le voit, est complètement délocalisée. Elle est dématérialisée, enfin délinéarisée pour prendre le terme officiel, quoi. Donc, vous avez un exemple qui est hyper clair sur le média radio, qui est, bon, moi, mon média d'origine et que j'adore, et qui est en décroissance. Enfin, c'est même plus une érosion, quoi. C'est vraiment un truc tous les ans. Il perd des auditeurs, il perd des auditeurs, il perd des auditeurs. Et tout ça est lié aux usages, en fait. Donc, il y a les réseaux sociaux et il y a les téléphones mobiles. Donc, nous, on continue d'avoir de la consommation importante aussi là-dessus. Moi, le premier, d'ailleurs, je vais pas vous mentir, j'allume jamais la télévision, mais je regarde BFM TV là-dessus. Mais ça a plutôt tendance à s'accroître. Et en revanche, ce que je trouve très inquiétant et qui est le parallèle de votre question, c'est que il y a un nombre de gens qui ne s'informent que là-dessus. Et alors ça, c'est... Et je peux pas vous dire le nombre de conneries que j'ai entendues, pardon pour le mot, mais où j'ai été interpellé par des gens qui me disaient, je sais pas, sur le Covid, ça a été waouh, un feu d'artifice. Et où j'entendais des phrases telles que, ouais, mais quand même. Bah non, pas quand même. Un fait, c'est un fait. Il n'y a pas quand même. C'est comme ça ou c'est pas comme ça. Enfin, après. Et ça, c'est vraiment très, très, très inquiétant. Donc, en fait, quand on prend un peu de tout, et d'ailleurs qui rejoint vos questions aux unes et aux autres, de la défiance, vous travaillez pour des milliardaires, du coup, non, mais les réseaux sociaux, alors ça me tue de rire, parce que les médias sociaux, c'est bien connu, c'est des trucs d'associations caritatives, hein, ça appartient pas à des gens riches. Donc, il y a vraiment un bouillon là qui est assez compliqué, quoi. Bonjour. Bonjour, Carole, je suis responsable à l'IJBA, justement, dont vous parliez tout à l'heure, enchantée. Moi, j'ai une question qu'auraient sûrement eu mes étudiants s'ils n'étaient pas en cours à l'heure où je vous parle. C'est par rapport à la fatigue informationnelle. Il y a une grande étude qui est sortie donc, là, à la fin de l'année de la Fondation Jean Jaurès, que vous avez sûrement vue, sur le fait que voilà, la majorité des Français d'ailleurs n'en peuvent plus du trop-plein d'informations au quotidien. Et donc, soit zappent, soit carrément éteignent leur télé, soit effectivement arrêtent d'acheter certains journaux parce qu'ils ont l'impression de voir la même actu partout et traitée de la même façon. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de cette étude déjà, d'une part, et quel impact ça avait et quelle réflexion vous aviez sur vos émissions justement sur ce type de réaction. Alors, la réaction que j'ai à ça, pratiquement aucune. Voilà. C'est pas vraiment mon sujet. Ça m'intéresse intellectuellement, en tant qu'individu, en tant que citoyen, mais en tant que professionnel, je vais pas adapter... en tout cas, je segmente pas mes émissions en me disant, tiens, peut-être que la durée d'écoute a diminué, donc il faut que je rentre tout en 4 minutes 30, parce que sinon les gens vont zapper. Bon. D'ailleurs, on a plutôt tendance en télévision, de manière générale, c'est valable chez nous, à travailler la durée d'information. C'est comme ça qu'on fait de l'audience, en fait. La durée d'écoute. Je vous donne un petit truc de cuisine. Quand vous regardez... qu'est-ce que je pourrais vous donner? Les émissions de deuxième partie de soirée, genre La Belle Époque par exemple. Je ne sais pas si vous avez regardé, de Léa Salamé. Bon, regardez l'heure à laquelle ça termine. À l'époque, Ruquier ou Ardisson, ils faisaient des émissions de 3 heures. C'est pas pour le plaisir de passer du temps avec vous, hein. C'est qu'en fait, ça fait de la part de marché. Est-ce que plus le temps passe, moins il y a de gens devant la télé? Si les gens qui sont devant la télé, ils sont chez vous, ça fait des parts de marché colossales et donc ça fait augmenter le marché publicitaire. Bon. Donc en fait, on a plutôt tendance à essayer d'augmenter la durée d'écoute. Et après, vous l'avez dit vous-même, moi, le remède, c'est la télécommande, quoi. Mais moi, je l'encourage, hein. Vraiment. Une fois que vous avez fini mon émission, vous pouvez zapper, éteindre. Mais par ailleurs, je ne sais pas ce qu'on dit aux étudiants, mais c'est hyper intéressant de parler de ça avec eux. On en parle, mais ils sont peu honnêtement à regarder BFM. Pourquoi? Ils sont peu à regarder l'info en continu. Pour ce problème-là, justement, de saturation de l'info. Ils vont regarder du reportage, mais ils vont plutôt regarder des reportages longs, ils vont plutôt regarder des formats Arte sur leur smartphone, mais ils vont pas forcément regarder de l'info en continu. Ça, c'est ce qu'ils vous disent, hein. Parce que le coup de j'écoute France Inter, je regarde Arte, oui, tout le monde fait que ça. C'est hyper connu et on n'achète que Télérama, tous.
Non, bien sûr que non. Mais, Non, mais je vous assure que voilà, au fur et à mesure des années, et notamment récemment, voilà, il y a de moins en moins de jeunes, en tout cas, étudiants chez nous, qui regardent de l'info en continu. Et je ne parle pas juste de BFM, bien entendu. Bien je parle sûr. et même des JT, enfin des JT, TF1, France 2, en tout cas, clairement, ils ne regardent plus. Mais après, il y a un truc qui est... C'est pas parce que l'info est en continu que la chaîne, elle doit tourner en continu chez vous. Hein. Nous d'ailleurs, si elle est en continu, je vous parle pas à vous, hein, vous avez bien compris. Si la chaîne elle est en continu, c'est justement parce qu'au début, les gars qui l'ont créée se sont dit personne jamais ne sera suffisamment fou pour regarder ça en boucle. Donc toutes les heures, on va remettre la même info pour les gars qui arrivent et qui l'ont pas vu. Et sauf que ça s'est transformé par un genre de truc un peu de syndrome de Stockholm où les gens se sont dit non, je vais rester là de 8h à minuit. Mais non, faut éteindre, faut éteindre. Il faut pas du tout rester là tout le temps. Je blague, mais je pense vraiment que c'est très 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 important. Ah, c'est... Ah tiens, bonjour. Pourquoi le week-end? Eh ben, pourquoi pas. Alors pourquoi le week-end? Parce qu'en fait, comme monsieur le rappelait tout à l'heure, j'ai fait un premier passage chez BFM TV qui a duré 7 ans, je crois. Où je faisais l'émission du soir qui s'appelait Grand Angle, que j'adorais, mais qui m'a beaucoup fatigué. Parce que c'était... c'était sur 4 jours, mais en gros, j'allais bosser vers 11h du matin, je rentrais chez moi à 1h30 ou 2h, et je me levais et je repartais bosser. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans, plus 2-3 petits trucs à côté, et puis j'ai eu envie d'essayer autre chose. Donc en gros, je suis parti, j'ai créé ma boîte de production, on a vendu cette émission Stock Show, j'ai eu une émission également sur France 3, et puis tout ça s'est arrêté, et je savais pas trop quoi faire. Marc-Olivier m'avait déjà appelé l'année d'avant, j'avais refusé de revenir, et tout ça est arrivé au moment de la pandémie. Et donc là, j'ai fait comme tout le monde, je me suis confiné. Et Marco me rappelle et me dit « Est-ce que tu veux bien venir nous aider ?» Et j'avoue que cette formulation m'a touché parce que, je sais pas si vous le sentez, mais je suis heureux si je peux être utile, quoi. Et donc ça a fait bouger les trucs en moi et je me suis dit « Bon, ok, je vais revenir. » Mais là, je reviens pour la pandémie, quoi, je viens vous aider. Donc là, j'ai fait un peu toutes les tranches. Je fais le matin, le soir, Et il a profité de m'avoir sous la main pour me demander de rester un peu plus longtemps. Et en fait, il m'a proposé ce truc que je trouvais génial. Et comme je faisais déjà la Champions League les mardis et mercredis en semaine, je pouvais continuer de faire la Champions League. En même temps, retrouver l'émission politique que j'avais présentée quelques années avant, créer cette nouvelle émission qui s'appelait VSD, créer une émission de fact-checking. J'ai trouvé que j'avais de la chance, alors j'ai dit go. C'est toujours moi. Le retour de Jade. C'est ça. Est-ce qu'un média peut imposer un code esthétique aux journalistes? Enfin, aux journalistes filles, du coup, parce que je pense qu'il y a plus de... Vous voulez dire les fringues, tout ça? Les fringues ou justement coiffure, le fait que ça soit une fille, on la met moins en télé, surtout en télé dans le monde... Alors, oui. Alors, je vous le dis, pas chez nous. Alors, mais pas du tout. Et je vous le dis parce que j'ai connu un contre-exemple ailleurs, dans d'autres chaînes, avec d'autres personnes que je ne citerai pas. Mais oui, mais malheureusement, ça existe. Ça existe. Il y a des patrons de chaînes qui ont, alors je vais pas utiliser le présent parce que je ne sais pas, mais qui par le passé ont demandé à des filles de mettre des décolletés, de relever leurs cheveux, de mettre tel type de robe, et j'ai toujours trouvé ça absolument con. Ok, merci pour cette réponse. Mais du coup, je suis à la recherche d'un stage aussi. Du coup, au cas où, voilà. Il y a des questions là. Tout va bien? Ça va, c'est pas trop long? J'ai vu une personne partir, je me suis dit, tiens, ça y est, on est chiant. Parce qu'après, il m'amène une guitare, et là, c'est parti pour 2 heures. Vous prévenez vos proches, parce que ça va durer un petit peu. Jean-Baptiste, nouvelle question. Est-ce qu'il vous est arrivé, avec des invités, de vous sentir mal à l'aise en plateau et de vous accrocher avant ou après, mais de façon ardue? Et seconde question, comment vous organisez vos confs de rédac? Est-ce que, par exemple, Philippe Corbet est présent avec vous? Philippe Corbet, c'est le patron du service politique. Voilà. Non, il n'est pas là. Alors, en fait, il y a, dans le fonctionnement de la chaîne, il y a des conférences de rédaction de toute la rédac qui structurent la journée. Donc, il y en a une le matin et il y en a une dans l'après-midi.
En plus de ça, chaque émission fait ce que je fais avec mon équipe, donc chaque émission travaille, fabrique, etc. Mais en gros, la conférence de rédaction du matin, elle donne les grandes lignes directrices qui vont construire la journée pour toutes les émissions et pour toute l'antenne. Ce qui n'empêche pas à tout moment d'amender ça, d'en sortir, d'ajouter des choses, etc. Enfin, ça, c'est complètement possible. Mais en gros, ce sont les grandes lignes qui vont déterminer la journée, quoi. Mais comme dans tous les médias, hein, presse écrite, web, enfin, ça marche comme ça absolument partout. Est-ce que je me suis déjà engueulé avec des invités ? Alors, je vous ai dit que Mélenchon m'avait insulté avant une émission. Bah écoutez, non. Ah si, une fois, oh là, ouais. Oui. Une fois, je me suis énervé. Après l'émission. C'est rarissime. Je suis pas un garçon qui m'énerve facilement. Et qui s'énerve facilement. En fait, j'ai fait une émission sur le Tour de France, les questions de dopage, etc. J'avais un journaliste spécialiste du vélo qui était en plateau, que je trouvais super, tout se passe bien et tout. Et on sort de plateau, et là, le gars a switché. Il est devenu gris de rage, m'a reproché mes questions, me disant que de toute façon, pour tout le monde, le vélo, c'était que le dopage, etc. Me disant que j'étais un incapable, un nul, un machin, etc. Donc là, je lui ai gentiment conseillé d'arrêter de partir. Voilà. Mais sinon, non, je m'énerve pas. Alors, j'ai encore une autre question. Cool. Je pense que, en partie, en tout cas, en discutant avec mes camarades au lycée, si on perd de l'intérêt pour les médias, on continue et on cherche même plus à les regarder, c'est parce qu'on a l'impression de ne pas être représenté en tant que jeune. Et donc, moi, je trouvais ça injuste. Donc, je suis maintenant élue au conseil académique de vie lycéenne en espérant faire entendre ma voix auprès du ministre de l'Éducation. Donc, vous, quand vous choisissez vos invités, est-ce que vous pensez aussi aux catégories d'âge que vous pourrez aussi intéresser ? On essaie de penser à tout. Alors, c'est toujours très compliqué. Je vais vous dire la vérité, la première pensée que j'ai, c'est le fond, parce que l'invité est intéressant. J'ai très très vite une pensée sur la parité, parce que vous êtes quand même plus nombreuses que nous, donc ce serait bien qu'on ne soit pas qu'entre hommes en plateau. Donc ça, mon équipe sait que je suis chiant de l'enfer là-dessus. Et après, j'essaie de faire en sorte que différents points de vue soient représentés. Les très jeunes ou plus jeunes, j'avoue que c'est un sujet qui est passionnant parce que c'est très intéressant et c'est très mal traité en médias. Je pense à France Info, qui a un programme génial, mais avec des enfants très jeunes, France Info Junior. Mais par exemple, pour les lycéens, il n'y a pas vraiment d'espace qui existe pour s'exprimer, pour être représenté, etc., etc. On entend parfois des lycéens pendant les campagnes électorales. C'est un genre de micro-trottoir, etc. En fait, je ne vais pas pouvoir vous répondre beaucoup mieux que ça, parce que j'avoue que moi-même, je ne me suis pas dit, tiens, c'est formidable, invitons un lycéen, quoi. Enfin, je me le suis déjà dit, mais parce qu'il y avait un sujet dans un lycée, où je me le suis dit sur des trucs politiques. Mais c'est une très bonne réflexion, je vais y penser ce week-end pour les retraites, par exemple. Non, mais je suis sérieux. C'est pour ça que... Non, mais je suis hyper sérieux. Je pense que beaucoup d'élèves aimeraient être invités, notamment avec le fait que c'est parfois en lien avec nos cours. J'ai choisi d'étudier la géopolitique parce que ça m'intéressait. Et donc, on a parlé des retraites avec nos professeurs. Et notre professeur nous disait qu'elle voudrait se mettre en grève illimitée s'il fallait. On lui a dit, nous, on vous soutient. Bon, on a quand même le bac de français, mais on vous soutient. Et donc, je pense qu'entendre la voix des jeunes peut être intéressant parce que on est les futurs électeurs en partie. Et donc, ça peut être un point de vue différent de ce qu'on entend d'habitude, puisqu'on a un peu l'impression de voir tout le temps les mêmes invités partout. Alors après, juste pour compléter ça, c'est évidemment imparfait au possible, mais j'essaie toujours de me mettre à la place des gens. Donc, je suis un homme blanc de 40 ans, mais j'essaie toujours de me mettre à la place des gens. Donc, mon questionnement, j'entends. Et mon rêve, c'est que dans les questions que je pose, vous trouviez des réponses. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand j'ai le spécialiste des retraites, j'espère que vous aurez à un moment donné, vous direz chez vous ou sur votre smartphone ou je sais pas quoi, je me le demandais à l'instant. Et ça, c'est vraiment le truc qui me motive. J'ai une main se lever là-bas, non ? Ah oui. Ouais. Merci. Pardonnez-moi. Salut. Non, mais je vois pas ce qui est marqué derrière. Donc, alors déjà, je prends un pied d'enfer cet après-midi. Je tiens vraiment du fond du cœur à vous remercier. Mais je vais vous dire un truc qui va peut-être pas vous faire plaisir. Allez-y. C'est que j'ai 20 ans de plus que vous. Ça se voit pas. Voilà. Et je me demande, il y a 40 ans, j'étais régulièrement à Bordeaux, dans le cadre d'une affectation à Ourtin.
Et je trouve qu'on a des gènes similaires parce que je vous trouve aussi taré que j'ai pu l'être et je trouve ça fantastique. et donc, quand j'avais 20 ans, moi aussi, j'ai fait de la radio. Donc, comme je peux le dire, je faisais des études dans la marine, je m'emmerdais un peu, donc je faisais d'autres trucs. Et par contre, le fait d'avoir rencontré Olivier de Kersauzon et d'autres personnes, j'ai fait le choix de ne pas être journaliste, mais d'aller sur le terrain. Et ma question, c'est vous, de temps en temps, vous n'avez pas envie d'arrêter de faire le journalisme et de faire autre chose. Et si vous mettiez à faire quelque chose, qu'est-ce que vous feriez? Je sais pas, diriger un club de foot ou je sais pas. J'adorerais être président des Girondins. Ouais. Bah, vraiment, c'est un appel que je lance. Si vous connaissez des gens qui connaissent des gens, les actionnaires, je suis disponible. Non, j'adorerais faire ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je suis pas venu à ça par vocation. Donc en fait, la fragilité du lien qui m'y attache fait paradoxalement que c'est plus fort. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. J'ai découvert ce truc-là sur le tard et ça m'a. Enfin, on est tombés amoureux l'un de l'autre, quoi, le journalisme et moi. Et donc du coup, j'adore ça. Mais je me sens pas du tout. Si demain ça doit s'arrêter parce que j'ai un autre truc formidable à faire, si j'ai envie d'être barbier et que ça m'éclate, ça ira très très bien. Ce qui me manquerait, c'est d'apprendre des trucs, rencontrer des gens. Enfin, là, venir vous voir aujourd'hui, je suis trop content. Enfin, vous pouvez demander à Blanche, je lui ai envoyé 12 SMS pour lui dire je suis ravi, je suis trop content d'être là et tout. C'est pour ça que je parle longtemps, que je vous garde trop longtemps et tout. Ça me manquerait. Mais si je devais faire d'autres trucs, je ferais d'autres trucs. Et le terrain, c'est une question qui est très importante. Reporter, enquêteur, grand reporter, etc. etc. Donc pour moi, il y a un truc, c'est journaliste. Et j'ai essayé d'amener sur cette chaîne la délocalisation. Donc j'ai commencé il y a une dizaine d'années avec Grand Angle, où on avait commencé à faire des émissions en extérieur sur le terrain. Là, je vais en Ukraine la semaine du 20 février. On avait fait une spéciale où j'étais sous 45 degrés là, dans Paris, en train de déambuler pour être avec les gens pendant la canicule, etc. etc. Je m'étais retrouvé le jour du crash de l'avion de Germanwings au pied des montagnes, au milieu des pompiers, etc. Ces moments-là sont formidables parce qu'ils font la synthèse d'un peu tout. Il y a l'enquêteur, il y a le grand reporter, il y a le présentateur, en fait, et on se retrouve tous au même endroit et on parle de la même chose, quoi. En fait, on fait du journalisme. Et donc ça, j'ai envie de continuer à le faire le plus possible. Oui. Donc j'avais deux questions là pour le coup. La première, c'est comme il y a beaucoup vos émissions, il y a beaucoup d'émissions qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que ça fonctionne avec des invités pour le coup. Comment ça se passe si jamais il y a un invité par exemple qui n'est pas venu ou qui ne sont pas disponibles? Comment ça se passe pour le coup, comme c'est l'essence même de beaucoup d'émissions aujourd'hui, pour apporter un point de vue, une expertise? Et ma deuxième question, pour le coup, c'est, vous parlez justement d'une émission où vous étiez sous la canicule, au plus près des gens. Est-ce qu'il y a une préparation particulière pour celle-là, ou alors c'est le même principe que pour toutes les émissions, comme c'est au plus proche du peuple, avec une véritable spontanéité? Alors celle-là, elle va bien vous amuser, la préparation. Je commence par la deuxième question. En fait, là, on réfléchit. Donc moi, je propose à la direction de la rédaction d'aller voir les gens. On parle que de la canicule depuis des jours. On va arrêter d'en parler depuis le plateau climatisé. Je vais aller voir comment ça se passe. Et puis, on va aller voir des gars qui bossent, quoi. On va voir comment ça se passe. Bon, ok. Alors après, une fois qu'on s'est dit ça, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. On va où? On est en direct tout le temps. Il n'y a pas de coupure. Donc il faut que je bouge. Parce que je ne peux pas rester dans une unité de lieu pendant 2 heures. Ok, ça marche pas trop, il faut bouger. Bon. Il y a question de sécurité. D'ailleurs, je salue le monsieur qui est avec nous aujourd'hui, qui s'occupe de la sécu. Salut. Il faut des moyens techniques. Et donc là, on a 4 heures en même temps que la préparation des émissions du soir pour trouver le lieu, définir le parcours, trouver les invités qui vont me rejoindre, caler 4 agents de sécurité, caler une équipe technique, et go. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait, on a pris la carte de Paris, parce que j'aurais adoré venir le faire ici, mais c'était pas possible. Donc du coup, on a pris la carte de Paris, on s'est dit à quel endroit il y a des commerçants, pas trop de circulation, encore des touristes, des choses un peu emblématiques, et en même temps qui vont parler à tout le monde, et en même temps, tant qu'à faire un truc qui soit beau pour que ce soit agréable à regarder, quoi. Ok, donc on va sur l'île de la Cité. Ok, donc on prend Google Maps, c'est vraiment comme ça que ça se passe, hein. On prend Google Maps, on regarde, on fait un itinéraire avec les trucs bleus, là, les flèches, on met des points. Mon équipe regarde ça,
On dit, bah là, je voudrais un médecin. Tiens, je vais marcher avec un médecin, c'est bien, on va commencer avec ça, etc. Là, je vais m'arrêter. J'aimerais bien savoir comment l'habitat moderne s'adapte au changement climatique. Donc, tiens, je prends un architecte, je vais le retrouver à un café, ce sera sympa, comme ça, je pourrai boire un coup et pas mourir. On commence là, et puis on va se lever, et du coup, on va marcher ensemble. Il va montrer, il va me dire, tiens, vous voyez, tiens, ça c'est comme ça, tiens, c'est comme ça. Et puis, hop, on va descendre sur les quais, et là, j'aimerais bien faire du bateau. Mon équipe me regarde, genre, il est fou, lui. Si, c'est bien. Ok, bon, on appelle la brigade fluviale de Paris. Je monte sur le bateau, sauf que ce qui devait être 1 minute s'est transformé en un quart d'heure de tour sur la Seine à fond, avec une mise de gilet sauvetage en direct, etc., etc. En fait, ça se passe souvent à l'arrache. Et là, je kiffe, vous pouvez même pas savoir. C'est vraiment le truc on adapte, quoi. On s'adapte, on avance, on s'adapte. Et j'ai eu des milliers de messages après cette émission. Elle a vraiment beaucoup touché les gens. Et j'ai complètement oublié votre première question. La première question, c'était justement pour revenir les invités. Pour les invités, justement, si, admettons, il y a un invité, il est plus là. Enfin, il veut plus venir, on ne sait pas pourquoi. Donc, comment ça se passe? On s'organise, Ah bah oui, ça, oui, je confirme. Parce qu'il faut tenir toute l'émission quand même. Donc, comment qu'on fait? Alors, ça arrive assez régulièrement pour une raison qui est simple, c'est que Paris est une ville. Alors, je sais pas comment c'est Bordeaux maintenant avec le tram et tout, mais ça. Enfin, si, je sais, la rocade, c'est l'enfer. Hein. Bon. Paris, c'est une ville qui est congestionnée, donc en termes de circulation, c'est très compliqué, et donc il arrive régulièrement que des invités soient en retard. Donc ça, il faut se débrouiller différemment. Donc si c'est un invité seul, c'est la pire des catastrophes, et du coup, je fais durer un peu le plateau d'avant, ou je fais commencer celui d'après un peu plus tôt. Si c'est un invité qui participe à un plateau, je mentionne le fait qu'il va être là, pour que les gens ne se disent pas « Ah t'as vu, il invite que de la gauche ». Non, l'invité de droite arrive, il est juste dans les bouchons. Donc voilà, et parfois, il y a quelques années, ça m'avait rendu célèbre aussi, parfois on n'y arrive pas, parce que les gens ne veulent pas parler. Alors bizarrement, vous avez un chef de gouvernement qui dit « tiens, on va faire telle réforme », et puis ces ministres ne se sont pas du tout allés la défendre dans les médias, et puis tout le monde dit non, et puis on se retrouve sans personne pour la défendre. Donc il y a quelques années de ça, dans mon émission le soir, j'avais monté un plateau, et il n'y avait personne, c'était le gouvernement de Manuel Valls, et il n'y avait personne pour défendre une mesure du gouvernement de Valls. Et donc je commence mon émission, j'ai mon portable, et là mon portable, et c'est le cabinet du Premier ministre qui m'écrit et qui me dit comment ça c'est inadmissible, il n'y a personne de la majorité sur votre plateau. Et alors ça m'a collé dans une orage telle que je l'ai lu à l'antenne. Et je peux vous dire que ça lui a passé l'envie de m'écrire à nouveau. Et ça revient au sujet d'indépendance dont on parlait tout à l'heure. Donc on fait du mieux qu'on peut, toujours, le plus objectivement possible, pour représenter tous les points de vue, la diversité des points de vue, etc. etc. Parfois on n'y arrive pas, et quand on n'arrive pas, on explique pourquoi. Bonjour, Logan, ravi de... Ah, mais Logan, on s'est vu sur les bords de la Justement, après cette émission, cette fameuse émission. Salut Logan. Bonjour. J'avais une Logan, question... big up pour Logan qui est venu en courant pour la fin de l'émission. Oui. Sous 42 degrés ce jour-là. Oui. J'avais une question concernant les tensions qui pouvaient exister entre les invités et non pas entre le présentateur et l'invité. Comment faites-vous pour apaiser la situation et calmer le jeu quand il y a lieu? Du mieux possible, sachant qu'il est par définition il est impossible de faire taire des gens s'ils ne veulent pas se taire. Donc déjà, moi-même, j'essaie de jamais être virulent, agressif, désagréable. Enfin, j'essaie toujours de garder un ton serein. J'essaie de canaliser les choses dès que je sens que ça part, avant d'avoir à... Et puis parfois, je crie, quoi. Non, mais il n'y a pas le choix, en fait. La dernière soirée présidentielle, au bout d'un moment, il ne voulait pas s'arrêter, quoi. Là, je suis obligé de gueuler. Mais c'est rare. Parce qu'après, il y a une forme de code, les gens comprennent bien que s'ils s'expriment de cette manière-là, personne ne les comprend, quoi. Donc, c'est quand même rarissime. En tout cas, chez moi, c'est rarissime. Merci. Alors, j'ai une petite... Là et ensuite là, allez. Alors, j'ai une petite question. Ouais. Il y a énormément de métiers qui ont été touchés par le phénomène de grande démission. Et je voulais savoir si dans votre secteur, il y a eu aussi ce phénomène de grande démission. Et aussi, est-ce que le journalisme, les journalistes ont un avenir? Est-ce que ce métier a un avenir? Vu qu'il y a de la concurrence avec les réseaux sociaux, comme vous disiez, est-ce que c'est vraiment un métier où, si on s'engage, on est sûr de trouver un emploi, ou est-ce que ça va être de plus en plus compliqué? Alors, la grande démission, oui, mais pas plus maintenant.
qu'auparavant, enfin, qu'à un moment précis, j'ai vu des collègues, des amis arrêter de travailler après les attentats. J'ai en tête l'exemple d'un couple de JRI, donc vous savez ce que c'est peut-être, mais ce sont ceux qui filment, qui portent la caméra, qui sont journalistes. Ils étaient arrivés en même temps que les pompiers aux terrasses. Et donc eux, ils sont allés ouvrir une ferme. Ils ont arrêté. Ils sont partis. Et à ce moment-là, il y a eu quelques départs quand même. Avec le Covid, je sais dans les conversations à la machine à café qu'il y en a plein qui se verraient bien vivre à la Cano ou je sais pas où. Mais pour l'instant, ils sont toujours à la rédaction. Et il n'y a pas plus de grandes démissions que ça, franchement, objectivement. Et quant à l'avenir des journalistes, plus les réseaux sociaux vont se développer, plus on sera important. Parce que plus on sera là pour vous aider à faire le tri. Et qu'une information, à la fin des fins, même ceux qui nous détestent, même ceux qui détestent BFM TV, s'ils le voient sur leur smartphone en push, ils savent que c'est une information. Et ça, rien que pour ça, c'est pas demain qu'on est terminé. Bonjour. Est-ce que vous êtes surpris par la différence entre le journalisme sportif et le journalisme politique en termes de légitimité? Par exemple, un journaliste sportif qui n'a pas joué au foot, on lui pose toujours la question, mais est-ce que tu as joué la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde? À quel niveau tu as joué pour te permettre de parler, alors que pour ce qui est de la politique, un journaliste politique s'entendra jamais dire ouais, mais toi, est-ce que t'as dirigé une mairie ou une région pour te permettre de poser des questions politiques? C'est très vrai. Alors après, il y a une nuance importante, c'est que le journaliste n'est pas le consultant. Donc moi, typiquement, sur la Champions League, cette année, je suis avec un garçon que j'adore, qui s'appelle Johan Jourou, qui est... alors chez nous, il est moins connu, mais c'est une légende en Suisse. Il a joué à Arsenal exactement, très longtemps. Il a joué en Allemagne, il a joué en Turquie. C'est un mec qui est génial. Et donc, c'est lui le consultant. Moi, je suis pas l'expert. Et c'est d'ailleurs, mais ça revient à une question que j'ai eue tout à l'heure, c'est le seul domaine... Oui, c'était vous, Robert. C'est le seul domaine où je me permets de donner un peu plus mon avis, le foot. Parce qu'il y a moins d'enjeux. En tout cas, mon avis impacterait moins des gens qui le partageraient ou pas. Donc moi, je pose les questions, je fais le conducteur, etc. Lui donne son avis. Ça dépend, parce que quand c'est l'équipe de France, c'est des enjeux sociétaux, par exemple. On peut pas se permettre de critiquer Benzema sans passer pour des électeurs du Front National. Enfin, moi, je l'ai critiqué déjà. Non, mais c'est ce que je veux dire. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est le problème des réseaux sociaux. Que, en fait, on peut pas avoir une opinion tranchée sans que ça prenne des proportions démesurées sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Alors après, sur le football, moi, c'est un milieu que donc j'ai joué très longtemps au football. Enfin, très longtemps. J'ai arrêté, j'avais 18 ans, mais j'étais milieu de terrain et j'ai fini libéraux. À une époque où il y en avait encore. J'ai commenté des matchs à la radio, à Tours. Qu'est-ce qui était de Tours déjà? C'est vous qui étiez à Tours. J'ai toujours aimé ça. Enfin, ça a vraiment été, c'est une passion depuis toujours. Après, quand je suis arrivé sur la Champions League, les journalistes de ma rédaction, qui me connaissaient pas, enfin qui me connaissaient mais pas sur le foot, ont questionné ma légitimité. Et ça a été très très long. Il aura fallu 2 ans, 3 ans pour se dire ah ok, bon, ça va. Ah ok, il dit pas que des... Bon. Parce qu'en fait, c'est une génération de journalistes qui sont très jeunes, très spécialisés, très pointus, très dans les datas. Et donc du coup, il y avait vraiment un truc de mais qu'est-ce qu'il vient faire chez nous, lui? Et en fait, ils ont compris que moi, je leur voulais que du bien et surtout pas du mal, et que je voulais juste mettre leur travail en valeur, et donc tout s'est bien passé. En revanche, il y a un truc qui est génial. C'est que le milieu du football est
pire que la politique. Et alors là aussi, j'essaie de temps en temps de vous donner des exemples concrets, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, avant un match de Champions League au Parc des Princes, sort information RMC, Mbappé va partir en janvier. Vous vous souvenez de ça? Et donc c'est 2 heures avant le coup d'envoi. Donc nous, on est déjà sur la pelouse, on est au parc, etc. Et alors là, on me dit, Luis Campos, qui est le grand patron du sportif au Paris Saint-Germain, veut venir te parler à l'antenne. Ok, cool. Et donc avant, il passe par nos confrères de Canal, il fait son interview, et puis il arrive à mon micro. Mais sauf que moi, quand je pose une question, je veux une réponse. Et ça, ils n'ont pas du tout l'habitude. Mais pas du tout, ils détestent ça. Mais ils détestent ça. Et donc, Luis Campos, je lui dis donc, il reste ou il part? Non, mais nous avons... Il reste ou il part? Mais je suis en train de... C'est pas compliqué, je vous demande s'il reste ou est-ce qu'il part. Et je voyais l'attaché de presse du PSG derrière qui était « Oh, stop, stop !» Et dans l'oreillette, on me disait « Mais arrête !» Ce milieu est très, très, très étrange. De la même manière, je vous donne un peu les coulisses, la cuisine. Si jamais je suis en train de discuter avec vous, on est à l'antenne Champions League, Marquinhos est là, nous écoute, il attend. Il dit « Stop, Marquinhos attend, Marquinhos attend !» Je fais « Bah oui, 2 secondes, il attend. » J'ai pas fini en fait ce que je suis en train de faire. Je suis en train de parler avec quelqu'un. Et Marquinhos, c'est pas le Saint-Père, c'est Marquinhos, on l'adore, mais il va attendre 10 secondes, il va pas mourir. Et en fait, ce milieu est un peu fou de ça. Ils sont prioritaires sur tout, ils ont raison tout le temps, ils ne veulent pas être contrariés jamais. Donc je m'amuse de temps en temps à un peu rentrer là-dedans. Il faut appuyer sur le bouton, je crois. Tiens, attends, on fait une parenthèse. Tu peux me faire des photos et tout, comme ça mon équipe sera contente, Mathilde, et ils vont voir, et des vidéos et plein de choses. Merci. 1, 2, oui. Ok, ça roule. Alors, tout à l'heure, j'aurais dû vous poser les 2 questions en même temps. Je ne l'ai pas fait. Alors justement, ça a un petit peu une relation avec une question qui a été posée il n'y a pas longtemps, là, par un monsieur, concernant votre déambulation parisienne avec la lumineuse Sandra, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Sandra Larue qui fait la météo. Voilà, sur la météo. Et je voulais savoir si vous renouvelleriez cette opération avec un nouveau thème et une nouvelle dynamique. C'est complètement ce que nous souhaitons faire. Voilà. Donc après, on cherche évidemment l'opportunité parce qu'il faut que ça ait du sens. On ne va pas juste sortir pour sortir, parce que ce serait cosmétique et ce serait... Et puis en plus, ça demande beaucoup, comme vous avez expliqué tout à l'heure. De préparation. Voilà, plein et de choses, d'improvisation. Et de... la sécurité. Voilà. Exactement. Mais si on peut le faire, on le fera. Ah oui, parce que ça a été très apprécié. Enfin, autour de moi, j'ai entendu que de bonnes choses sur cette déambulation. C'est gentil. Et j'ai apprécié aussi. Je crois qu'on va devoir terminer. Donc, si vous avez une question ou 2 pour vraiment dernière, et après, ça va être la fin, me dit-on. Merci. Oui, vous n'avez pas encore posé de questions là-bas. Juste pour savoir si je peux avoir la bonnette BFM. Ah, c'est pas moi qui gère le matos, je suis désolé. Non. Il faut négocier avec Mathilde et Blanche. D'accord, merci. Ouais, c'est 2 dernières, une là, une mademoiselle ici et une dernière ici, et après on arrête. Alors, rebonjour. Moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt une observation. Ah. Je voulais vous remercier vraiment pour votre venue. Merci à vous. Et me mettre un peu dans votre position pour dire que vous avez répondu à de très bonnes questions. Ça montre qu'on est dans une société qui bouge. Quand j'entends des questions de personnes qui veulent que vous soyez journaliste comme dans les années 60, vous avez démontré que le journalisme est un métier qui évolue et que vous n'êtes pas spécialiste sur tout. En effet, dans les années 60, quand un journaliste allait par exemple à Bagdad pour faire un reportage, il avait le... Enfin, c'est pas pour vous blesser, mais on lui donnait le bagage pour. Donc, il était spécialiste vraiment soit de Bagdad, et il allait pour ça. Et à côté, quand il arrivait, il n'allait pas que pour Bagdad, mais tout autour de Bagdad, tout ce qui se passait ici intéressait. Vous venez de nous dire que vous n'êtes pas journaliste. Vous n'avez pas votre carte de journalisme, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Voilà. C'est très sincère de votre part. Et pour cette sincérité que vous avez démontrée, si je peux me permettre, vous pouvez faire vraiment ces actions-là dans les écoles de journalisme pour montrer qu'on n'apprend pas tout forcément dans les écoles de journalisme. Voilà. Merci beaucoup. C'est une observation que je voulais juste dire. Et une toute dernière question ici, et après, merci beaucoup. Merci. Une toute dernière question, mademoiselle avec les lunettes sur la tête. Oui, non, juste pour revenir très vite fait sur la liberté,
/censure / autocensure des journalistes. Moi, à chaque fois, enfin, j'ai un passé journalistique et donc à chaque fois, je dis mais non, j'avais le droit de dire ce que je voulais, etc. Et donc je défends cette position, sauf que c'est pas toujours vrai. Ah bon? Non. Moi, enfin, j'ai été dans différents médias, presse écrite, télé, machin, et Je sais que ça existe. Enfin, je tends pas de la lune. dans différents pays, et à chaque fois, mon tout premier, c'était un stage, c'était il y a très très longtemps, et mon tout premier stage, on m'a demandé par exemple de donner mon avis sur un livre, enfin un truc de base. Déjà, ça c'est pas du journalisme. Non, mais de faire vous savez, comme oh zut, les compte rendu de lecture, je sais pas quoi, et moi j'ai trouvé que le livre était nul, et donc on m'a dit mais vous ne pouvez pas dire que c'est nul parce que c'est nous qui l'éditons. Ou alors à TF1, quand j'étais à TF1, je faisais des interviews et il y avait les chargés de communication qui étaient en ligne avec qui écoutait en gros l'interview et puis qui intervenait auprès de mon rédacteur en chef pour dire mais elle a posé cette question, c'est un peu osé, dites-lui de pas poser cette question. Donc en vrai, c'est pas... Non, en vrai, ça existe. Ouais. Mais il y a des chaînes, je sais, enfin, je vais pas donner de nom parce que ce serait malvenu de ma part, mais il y a des très grandes chaînes, je pense à une, qui a des grandes émissions de reportage dans lesquelles le patron de la chaîne se plaint de tel contenu parce que ça n'a pas plu à la régie publicitaire. Mais ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Moi, je parle de ce que nous faisons nous. Alors ça, pour le coup, je m'y engage. Enfin, de toute façon, je pense, on a passé du temps ensemble, on a appris un peu à se connaître. Je n'y serais pas sinon. Je ne pourrais pas. Si tous les jours on me disait ça c'est non, ça c'est oui, t'appelles lui, tu fais ça, tu machin, je dirais merci beaucoup, je vais faire du surf. Je pourrais pas faire ça. Donc en tout cas chez nous ça se passe comme ça. Merci 1000 fois, c'est trop cool, vous étiez super. Merci beaucoup.